Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, donc, on a fait le choix de prendre les 6 partis politiques francophones représentés dans les divers parlements. Nos invités sont actuellement députés ou ministres et ils se représentent tous. Et on a également veillé à une parité stricte de genre. Avant de commencer, on va rapidement vous réexpliquer les règles de ce débat. Il y a 2 minutes par question. Les questions seront posées par des membres d'associations étudiantes qui se trouvent ici au 1, 2, 3e rang. Les questions ont été préparées en avance. Les intervenants ne connaissent pas les questions. Et voilà, ils vont les découvrir avec vous. Les 5 thématiques qu'on aborde aujourd'hui sont le climat, le droit des femmes et des minorités de genre, les questions internationales, la précarité étudiante et enfin le décret paysage. Dernière précision, les tours de parole ont été tirés au hasard et sont différents pour chaque question. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut tous et toutes se tutoyer ? Ouais ? Alors, dernière petite précision avant de commencer, on va demander à tous et toutes de se présenter. Encore une fois, on a tiré les tours de parole. On m'entend pas. Ok, désolé. Pardon. J'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, on va vous demander de vous présenter rapidement et de nous donner 3 mots qui définissent votre parti. Et on commence par l'EMR, donc David Westman. Bonjour. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle David Westman, je suis bruxellois, le papa d'une petite fille de 2 ans et demi, et j'habite pas très loin d'ici. Je suis député bruxellois et député en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je pense que 3 mots, vous demandez juste 3 mots, hein, c'est ça ? 3 mots, je dirais liberté, innovation et émancipation sociale. Je te remercie. On passe maintenant au PS. Delphine Chabert, bonsoir. Même question. Bonsoir, merci. Donc moi, je suis Delphine Chabert, je suis députée au Parlement bruxellois à la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis cette législature. Avant, j'ai travaillé dans des associations pendant des années, j'étais militante dans des collectifs, donc je fais partie de ces candidats d'ouverture. On est venu me chercher en 2019. Donc j'occupe ces fonctions politiques depuis 5 ans pour faire justement ce lien, être ce relais avec les collectifs, avec les militants, avec les associations. C'est le monde d'où je viens et je pense que c'est ce lien-là que j'ai envie d'incarner. Et alors les 3 mots fondateurs qui font que j'ai choisi ce parti, le Parti socialiste, c'est la question de l'égalité. L'égalité, c'est notre utopie, mais c'est notre combat et c'est nos victoires. Nos plus grandes victoires, c'est l'égalité. L'autre mot, c'est la solidarité, mais derrière la solidarité, c'est évidemment les liens de fraternité, de sororité et d'adelphité, puisque nous sommes un parti inclusif et c'est essentiel pour nous. Et puis le 3e mot, ce sera la convivialité, la proximité. On est un parti populaire, ancré, qui aime les gens. On travaille avec les gens, on aime faire la fête, on aime être ensemble. Voilà, donc ça me semble être les 3 valeurs qui caractérisent mon parti et qui aussi m'ont motivée à le rejoindre, outre les valeurs et les combats qu'il porte. Je vous remercie. C'était un peu plus que 3 mots, mais je vous remercie. C'était 3 mots et leur explication. Je ne sais pas trop respecter des consignes. Voilà. C'est pas grave. Je vais faire au mieux. Ça va. Au pire, on vous coupera si nécessaire. On continue par Christophe de Beukelaar de chez Les Engagés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Même question. Et même question, j'imagine. Oui, Christophe de Beukelaar. J'ai 36 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Voilà, moi je viens plutôt du monde du privé à la base. J'ai étudié à Louvain-la-Neuve et j'ai fait ingénieur de gestion, si ça vous intéresse. À côté de la politique, donc je suis président des Engagés ici à Bruxelles, député au Parlement bruxellois. Et à côté de la politique, j'ai une vie d'entrepreneur. Là, j'ai une boîte dans tout ce qui est crypto, dans les crypto-monnaies, parce que je pense qu'on doit absolument démocratiser notre système financier qui est profondément injuste et que la crypto peut y aider. Et donc, j'ai décidé de donner du temps et de l'énergie là-dedans. Et vos 3 mots ? Et alors, mes 3 mots pour les Engagés, je dirais le courage de changer. C'est notre slogan pour cette campagne et je pense qu'on incarne, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a vécu une profonde transformation, une profonde transmutation. Avant, notre parti s'appelait le CDH. On a vraiment fait une grande remise en question en se disant qu'on ne pouvait pas répondre aux défis du XXIe siècle avec les mêmes idées, avec les mêmes visions que ceux du XXe siècle. Et donc, il fallait se remettre en question. On l'a fait pour nous et donc on est prêt aussi à le faire pour la société, pour changer le système de l'intérieur. Je te remercie. On passe ensuite à Sophie Rony de chez Défi. Bonsoir.
Bonsoir. Encore une fois, la même question. Bonsoir à tous et à toutes. Alors donc effectivement, moi je suis Sophie Rohoni, j'ai 36 ans. Je suis juriste de formation, donc j'ai fait mes études de droit à l'ULB. J'en ai eu la chance et le bonheur. Je suis aujourd'hui donc députée fédérale pour Défi depuis les dernières élections de 2019. Je suis particulièrement active sur les questions d'égalité, de santé ou encore de justice. Je suis également conseillère communale et de police dans ma commune à Rode-Saint-Genèse et je suis depuis un an présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Donc ça vous montre vraiment l'intérêt que j'ai pour les questions de défense des droits des femmes notamment, on y reviendra. Et pour ce qui concerne les 3 mots, bien, c'est l'acronyme en fait de mon parti, démocrate fédéraliste indépendant. Pour vous expliquer très brièvement, démocrate parce qu'on est très attaché à la démocratie, au pouvoir régalien, à la défense des minorités. On est vraiment un parti super progressiste. Fédéraliste parce qu'on est très attaché aussi à l'union des francophones, qu'ils soient à Bruxelles ou en Wallonie. Donc vraiment ce combat contre le nationalisme flamand qui aujourd'hui veut gouverner avec le Vlaams Belang, avec l'extrême droite, c'est quand même important de le souligner aujourd'hui. Et puis indépendant parce que nous sommes indépendants de tout lobby, de tout syndicat, de toute mutuelle. Et donc on a vraiment une vraie liberté de penser sur des questions de société, notamment comme celle qu'on va avoir l'occasion d'aborder tout à l'heure. Voilà. Je te remercie. Je passe la parole maintenant à Zakia Katabi de chez Écolo. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Donc, je suis Zakia Katabi, je suis actuellement ministre fédérale du climat. J'ai été présidente de mon parti, présidente d'Écolo. Et ce qui m'a amenée en politique, c'est la question de la dignité. Alors c'est vrai qu'on pense écolo, on pense vert, mais j'y reviendrai après. Mais moi, ce qui était au cœur de mon engagement, c'est l'enjeu de la dignité des individus. Je suis issue de l'immigration dans un parcours typique, j'ai envie de dire, hein, d'un milieu populaire. Et alors que mes parents ont traversé la Méditerranée et ont fait de moi une présidente de parti et une ministre, j'ai perdu mon papa il y a quelques mois et il était fier de mon parcours, mais il pensait quand même qu'il avait raté quelque chose dans sa vie parce qu'il n'avait pas le dernier modèle de Mercedes. Et ça a toujours pour moi été une déchirure qu'il puisse continuer à penser qu'il n'existait qu'à travers ce qu'il consommait ou ce qu'il pouvait produire. Et donc ça a nourri depuis toujours mon engagement et c'est ce qui a fait que j'ai choisi Écolo puisque c'est le seul parti qui n'est pas un parti productiviste. Alors si je dois résumer mon parti en 3 mots, c'est vert, juste et démocratie. Et c'est en lien avec l'enjeu de la dignité, parce que la question environnementale aujourd'hui, elle s'impose partout. Elle devient à mes yeux la question sociale de ce siècle. C'est pour ça que le second mot, c'est juste. Elle devient la question sociale de ce siècle, parce que légitimement, on se préoccupe de la transition. Il faut que cette transition elle soit juste. Eh bien, on ferme trop souvent les yeux sur les inégalités à l'œuvre par la crise climatique. La crise, elle frappe de plus en plus violemment, mais elle frappe de manière différente et plus fort les plus vulnérables d'entre nous. Et donc pour moi, la question de la transition est un enjeu de justice sociale. Et cette transition, elle doit être juste, mais on n'y arrivera que dans le dialogue, d'où le 3e mot, démocratie. Voilà. Je te remercie. Et on termine par Nabil Boukili du PTB. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Très content de revenir ici à l'ULB, là où j'ai commencé mes études il y a quelques années. Bon, moi, c'est Nabil Boukili. Je suis papa de 2 petites filles. Moi, je suis rentré dans la politique en 2019 en étant élu au Parlement fédéral. Avant ça, j'étais agent de gardiennage. Je travaillais au Musée royal de Beaux-Arts. Donc, je n'ai pas un parcours classique de politique. Je viens du milieu du travail. Et pour les 3 mots pour définir mon parti, je dirais unité. Parce que je pense que c'est dans l'unité contre tous les messages de division, les messages de haine qu'on pourra construire une société émancipatrice, peu importe d'où on vient, que ce soit nos religions, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle. Aussi action, un parti d'action, parce que c'est un parti qui n'agit pas seulement dans le cadre politique classique, mais aussi en se mobilisant dans la rue, dans le milieu associatif, avec les syndicats. Et par la mobilisation, dans notre histoire, on a réussi à obtenir pas mal de victoires. Et donc, c'est dans l'ADN du PTB. Et
un dernier mot, c'est la question de rupture. C'est pour rompre en fait, avec toute la politique et toute la stratégie politique de ces 40 dernières années, avec un libéralisme acharné qui nous amène dans une situation aujourd'hui, on est vraiment face à un mur. Il faut une rupture avec cette politique-là si on veut construire une société qui répond aux besoins des gens, et on en a bien besoin aujourd'hui. Un grand merci. On va donc pouvoir passer à la première question de ce débat qui a été préparée par le Cercle Agro et le CITO. Et c'est une question sur le thème du climat. Mais je ne sais pas si vous avez un micro pour la poser. Non, mais qui l'a ? Mon prince. Alors, bonsoir et merci de votre présence. Nous sommes Molly et Jen, représentantes du coup du Cercle Agro et du Student in Transition Office. Nous voudrions vous poser une question concernant ce qui s'est passé ces derniers mois et même aujourd'hui même ici à Bruxelles. Parce qu'effectivement, les agriculteurs et agricultrices ont exprimé un mécontentement concernant notamment leurs conditions de travail, leur précarité. Donc selon l'INSEE, les agriculteurs font partie de la catégorie socio-professionnelle qui a le taux de pauvreté le plus élevé, donc soit 17% quand même. Et donc ils dénoncent également les charges administratives trop lourdes et la libéralisation des marchés, donc c'est-à-dire l'Europe qui noue de plus en plus de partenariats commerciaux mettant en concurrence les agriculteurs du monde entier, comme par exemple le potentiel accord commercial avec l'Amérique latine qui est toujours en discussion. Donc, tant au niveau national qu'au niveau européen, il y a différentes propositions qui ont été émises, avec notamment des allègements des règles environnementales de la politique agricole commune, ou encore la proposition visant à réduire de moitié l'utilisation des pesticides en Europe d'ici 2030. Et si ces réponses visent à alléger les charges administratives des agriculteurs et agricultrices, elles inquiètent quant aux objectifs visant à contrer le changement climatique. L'agriculture fait partie d'un des secteurs les plus polluants et participe à la dégradation de l'environnement. Mais pour autant, paradoxalement, il s'agit d'un des secteurs les plus vulnérables face au dérèglement climatique. Alors, notre question pour vous ce soir, c'est: pensez-vous qu'il est possible d'allier les intérêts des agriculteurs et des agricultrices et la transition écologique? Si oui, comment? Merci. Et pour commencer ce tour de questions, c'est les engagés qui commencent. Donc, ma réponse à ta question, c'est oui. Oui, bien sûr, on peut le faire. On a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on doit le faire. Moi, j'ai pas mal communiqué sur mes réseaux sociaux, sur justement les manifs des agriculteurs. J'ai été à leur rencontre. Et mon message principal aux Bruxellois, parce qu'on est à Bruxelles, c'était de dire: ce sujet, c'est votre sujet, c'est notre sujet à tous, parce que ça concerne en fait ce qu'on mange, et donc ça concerne ce qu'on est, quoi. Puisqu'on est constitué de ce qu'on mange. Ça, c'est physique. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on se rende compte de l'impact de ces débats-là sur nos vies, et pas juste « Ah, il y a des agriculteurs wallons qui sont dans nos rues, et on prend des vidéos, et ça nous fait marrer, quoi. » C'est un sujet grave et important. Je pense que ce qu'on doit vraiment plaider, c'est la chose principale dans ce débat, c'est les clauses miroirs. C'est-à-dire qu'on doit imposer à tout ce qu'on importe en Europe les mêmes conditions environnementales, sociales, éthiques que ce qu'on impose à nos agriculteurs chez nous. Si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira jamais. Parce qu'en permanence, on va avoir une concurrence à la baisse de ce que nos agriculteurs peuvent proposer. Donc je pense que ça, c'est une des mesures principales. La seconde chose, c'est évidemment travailler sur les prix. Donc il faut que les agriculteurs aient une juste rémunération pour les produits de qualité qu'ils produisent. Et ça doit se faire via des négociations au niveau belge et même international avec les grands groupes pour qu'il y ait une juste répartition de la marge entre les différents acteurs de la chaîne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci. On enchaîne avec le PS. Oui, merci. Mais c'est une question vraiment essentielle, en fait, qui touche... Oui, c'est vrai qu'il y avait une actualité. Hein, on avait les tracteurs aujourd'hui encore.
C'est une question qui touche de manière générale à la question de la transition et à ce double enjeu qui est l'enjeu climatique et l'enjeu de la biodiversité. Et les agriculteurs sont au cœur de ces deux enjeux. Et nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous sommes aussi au cœur de ces enjeux. Donc on a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie question sur la régulation, en fait. Et donc, d'un point de vue économique, il y a une régulation nécessaire à avoir au niveau des prix du marché. On n'arrivera pas sans une régulation des prix et un soutien aux modes de production agricole qui respectent l'environnement. Donc ça, c'est une chose essentielle. Il faut évidemment garantir une activité agricole rémunératrice et protectrice des agriculteurs et des agricultrices. Ils sont les premiers, et ils et elles sont les premières victimes de ce système. Et donc, on plaide pour une transition d'un système agroalimentaire durable, où on offre des propositions très claires aux producteurs et où on encourage aussi les consommateurs à aller dans ce sens de ce soutien. Nous avons aussi des propositions très concrètes sur le droit à l'alimentation dans la Constitution et plus généralement, nous proposons une sécurité sociale de l'environnement. Une sécurité sociale de l'environnement qui va travailler sur les questions structurelles, les questions des infrastructures. On ne peut pas faire porter le poids de la transition et du vécu notamment des producteurs agricoles uniquement sur le dos des consommateurs et de la responsabilisation individuelle. Et donc les investissements massifs doivent être faits pour agir sur les infrastructures, que ce soit des infrastructures de production agricole, mais pas que. Attention que vous avez dépassé vos 2 minutes. Et donc je vais m'arrêter là. Et donc c'est agir aussi sur les infrastructures. Et on enchaîne avec le PTB. Oui, la question de l'agriculture, et on l'a vu ces derniers mois, est une question fondamentale. C'est un des secteurs où il y a le plus haut taux de suicide, tellement la situation est précaire. Mais quand on parle d'agriculture, il y a deux agricultures. Il y a les petits agriculteurs, ceux qui manifestent pour défendre leur pain, et il y a l'industrie agroalimentaire qui, elle, engendre des profits phénoménaux. Et c'est une partie du problème, c'est la domination de cette industrie agroalimentaire sur le marché de l'agriculture et qui exploite en tout cas le travail de ces petits agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a un autre élément, c'est la concurrence avec dans les accords de libre-échange avec d'autres continents où des normes ne sont pas respectées de la même manière et donc il y a une concurrence déloyale vis-à-vis de nos agriculteurs ici, et donc il y a aussi une réglementation à ce niveau-là pour mettre des règles plus concrètes, que ce soit les mêmes règles pour tout le monde, et surtout que ces accords ne soient pas au détriment des agriculteurs ici. Et un autre élément qu'il faut mettre en place, c'est protéger nos agriculteurs, comme j'ai dit, de l'agroalimentaire, mais aussi des banques privées. Une grande partie des agriculteurs sont endettés vis-à-vis des banques privées. Nous, ce que nous proposons, c'est de mettre en place une banque publique qui vient en aide aux agriculteurs, qui ne les étouffe pas, qui ne leur impose pas une politique drastique de remboursement qui les étouffe dans la situation actuelle et qui les aide dans la transition écologique qui est nécessaire. Parce que c'est ça aussi, c'est imposer des règles de transition écologique sans apporter de soutien, sans apporter les moyens nécessaires pour que cette transition soit faisable pour ces agriculteurs et aussi engendrer les surprofits. Ouais, je termine là-dessus. Alors, les surprofits de l'agroalimentaire, que ça soit aussi taxé justement et qu'avec cette taxation, on puisse mettre des moyens au profit des petits agriculteurs pour les aider dans cette transition écologique. Merci. Et puis, défi. Oli et Jen, merci pour votre question. Alors c'est vrai, on l'a dit que le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui a beaucoup été décrié, alors qu'il est essentiel, on en a besoin. Et il faut bien se rendre compte que les agriculteurs, et bon,
au moins leur message est passé. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, non seulement au niveau de leur rémunération, mais même au niveau de leurs conditions de vie. Ils ne partent pas en vacances tous les ans, ils partent en moyenne en vacances tous les 10 ans. Donc par rapport à ça, par rapport au fait que l'on soit redevable de leur travail, je pense que cela doit effectivement davantage se retrouver dans les mesures que les politiques adoptent jusqu'ici. Ça concerne leur rémunération et donc on reste vraiment des fervents partisans chez DEFI d'une grande réforme fiscale qui notamment pourrait fait d'exempter la quotité exemptée d'impôts au niveau du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que tant que vous êtes sous le seuil de pauvreté, eh bien vous n'aurez 0 impôt à verser à l'État. Et puis aussi, il y a effectivement cette question de trouver une plus juste répartition des bénéfices entre la personne qui laboure la terre, qui doit s'occuper de ses bêtes tous les jours, etc., et les bénéfices finalement qui arrivent dans la poche des grandes distributions notamment. Il y a la dimension internationale, vous l'avez dit, l'accord sur le Mercosur. Moi, je suis quand même assez étonnée de voir qu'il y a des partis qui veulent fixer des clauses extrêmement strictes, etc., et qui, dans le même temps, par exemple, concluent des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Je ne suis pas certaine que de faire venir de la viande de Nouvelle-Zélande, ce soit une question qui aide et le climat et les agriculteurs qui élèvent leurs bêtes ici. Et enfin, il y a un autre volet aussi qui me tient fort à cœur, c'est la protection des lobbies. Parce que là aussi, les lobbies, qu'il s'agisse des lobbies des pesticides ou encore de tout ce qui concerne... Attention, à vos 2 minutes. Bref, les lobbies de manière générale influent beaucoup sur les mesures qui peuvent être prises tant au niveau national qu'au niveau européen surtout. Et c'est à ce niveau-là justement que les accords de libre-échange sont fixés par rapport aux objectifs climatiques également. Et là, on veut vraiment que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes, avec des registres transparents, assortis de sanctions. Je pense que là aussi, ça pourrait nous aider à adopter des mesures qui soient fortes et équitables pour tous et toutes. Et puis après, écolo. Merci. Donc oui, c'est possible d'allier et de concilier, j'allais dire réconcilier, mais agriculture et environnement, et en tout cas le réconcilier dans le débat public, parce que les réponses qui ont été apportées à la crise sont des mauvaises réponses à un vrai problème, et c'est même un scandale, parce qu'on est en train de créer les conditions d'une prochaine crise, en fait. Par exemple, revenant sur l'interdiction de certains pesticides, on sait que ça a un impact sur la santé des agriculteurs eux-mêmes, mais aussi sur la terre et sur la capacité ou non de la terre d'encore produire, et donc effectivement de permettre aux agriculteurs de vivre de leur production. Et donc la crise a permis dans un premier round aux réactionnaires et aux conservateurs de remettre en question ce qu'ils remettent en question depuis le début, indépendamment de la crise, c'est le Green Deal. Et donc on a vu un pas en arrière sur des mesures qui, à mon grand désarroi, n'avaient même pas encore été prises. Que ce soit la stratégie de la ferme de la farm to fork, donc de la ferme à l'assiette, à la fourchette, ou même dans les mesures du Green Deal, en termes de politique environnementale, l'agriculture est restée le parent pauvre. Donc on n'avait encore rien mis en œuvre, mais c'était bien pour la droite singulièrement de taper sur le Green Deal, de revenir en arrière avec des choses sur lesquelles ils étaient déjà en désaccord. Par contre, les agriculteurs ne s'y sont pas trompés. Alors qu'on a fait des reculs en matière environnementale, ils étaient encore dans la rue aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas apporté de réponse à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est en effet des prix qui sont tirés vers le bas par une concurrence de produits qui viennent de l'étranger, mais aussi on a organisé la crise dans laquelle vivent nos agriculteurs, parce que par exemple 80% du budget de la PAC va à 20% d'acteurs agricoles les plus riches. Et donc, un des enjeux, c'est de repenser la PAC en dehors d'un modèle libéral, en fait, qui intègre la question de l'environnement et du climat, et qui intègre la question de la juste rémunération. C'est aussi, effectivement, vous avez évoqué le Mercosur notamment, c'est aussi un refus de signer ce genre d'accord. On l'a évoqué tout à l'heure sur les clauses milliards. Moi, j'ai pris... notamment sur l'enjeu des pesticides, c'est un élément de mon bilan dont je suis assez fière, un arrêté royal. Vous savez que certains produits pesticides sont interdits sur le territoire, pas de production, mais en tout cas de consommation et de vente sur le territoire européen, mais on continuait à vendre ces pesticides aux pays du Sud,
Alors déjà, ça veut dire qu'on a des standards, on estime que notre santé vaut plus que celle des pays du Sud. Et puis, by the way, les produits revenaient transformés. Donc ici, j'ai pris un arrêté royal qui s'appelle un export ban qui interdit l'exportation des produits chimiques qui sont interdits sur notre territoire. Et puis mon groupe a déposé à la Chambre, dans la foulée de la crise qu'on vit ici, une proposition de loi très très précise qui permet de répondre à la réalité du problème, c'est-à-dire pas les normes environnementales, mais la question du prix juste. Et donc parmi les mesures proposées, je vais en citer quelques-unes. 3 minutes sont écoulées. Voilà. Et bien donc je suis à disposition pour poursuivre le débat après. On a des mesures très précises pour une juste rémunération des agriculteurs. Alors, je vous remercie pour vos réponses. Ah oui, on vous a oublié. Oui, oui. On est déjà, je suis le seul à avoir bien respecté les 3 mots. Donc, si je peux juste, je veux même bien m'engager à ne faire que 2 minutes, si vous voulez. On a des gommettes, on peut vous en donner une à la fin du débat. Oui, oui, une gommette verte alors, ou une bleue si vous avez. Si vous voulez. Non, mais donc, merci vraiment pour la question. Et donc, oui, on doit réussir cet équilibre entre les objectifs environnementaux, sociétaux et évidemment économiques. Et donc, la question que vous posez aujourd'hui pour les agriculteurs, je vais y répondre, mais c'est une question qui traverse toute la société. L'objectif du siècle et de début de ce siècle, c'est d'atteindre les objectifs climatiques. C'est la diminution du CO2, c'est la diminution de tout ce qui malheureusement participe au réchauffement. Or, bon, c'est une situation un peu compliquée, l'agriculture, parce qu'elle participe quand même à ces émissions-là, même si elle absorbe du CO2. Et donc, on doit avoir cet objectif ambitieux en tête. On doit, à côté de cela, bien comprendre qu'on doit travailler sur la biodiversité, la protection de la nature. Et quand vous discutez avec les agriculteurs qu'on rencontre chaque semaine, ils connaissent cette importance de la richesse de la biodiversité, la protection de la nature. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les agriculteurs? Parce que vous me posez la question sur les agriculteurs. Ils vous disent qu'ils ne gagnent pas correctement leur vie. Et donc, comme beaucoup de travailleurs aussi, parce qu'ils payent beaucoup d'impôts, et notamment pour ceux qui sont des petits agriculteurs. Et donc la réponse, ça passe aussi, si on veut trouver cet équilibre entre les objectifs environnementaux que je veux les plus importants possibles, et économique, ça passe par une réforme fiscale pour diminuer les impôts, ça passe par une diminution des charges, vous l'avez dit, hein, ils sont exposés à de multiples charges liées notamment à nos difficultés institutionnelles et aux administrations régionales wallonnes, régionales bruxelloises, administrations fédérales, et donc c'est un non-sens complet. Ça passe aussi par le juste prix. Et ça, c'est un équilibre aussi à trouver entre justement les objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Et c'est pas facile, parce que le juste prix, c'est se poser la question de est-ce qu'on paye suffisamment cher une nourriture de bonne qualité? Et la réponse n'est pas facile. Et ailleurs, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur les accords internationaux. Les libéraux ont toujours soutenu les accords internationaux. Ils sont vecteurs de progrès au niveau mondial. Pour autant qu'ils aient du sens, évidemment. Pour autant que les autres respectent aussi les clauses sociales et environnementales, aussi ambitieuse que l'Union européenne. Parfait. 1,57. Combien? 1,57. Oui. Avant de passer à la question suivante, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, la régie m'annonce une bonne nouvelle, c'est que les micros de tout le monde refonctionnent. Enfin, je pense qu'on me ment un peu parce que là, mon micro ne fonctionne pas. Les nôtres fonctionnent carrément pas. Jonas. Non. Si, si. Mais toi, le mien, c'est parfait. Donc ça veut dire que on va vous donner chacun un micro. Et ça, c'est beau. Comme ça, vous n'avez pas. Mais je sais pas, c'est lesquels. Ça, c'est les micros. C'est le partage. On essaye, ça fonctionne. Oh wow, c'est magnifique. Ça fonctionne. Ouais, merci de la technique. Alors, on va passer du coup à la question suivante qui concerne les droits de minorités des genres. Des minorités de genre, pardon. On a 3 personnes pour nous poser la question. On a Victoria, on a Léa et on a Clémence. Je vous laisse vous présenter rapidement et introduire votre question et puis poser votre question. La parole est à vous. Merci, bonsoir. Je m'appelle Victoria Defrenk, je suis activiste pour les droits des personnes trans. Et je suis accompagnée du Cercle de droit qui va gentiment poser la question avec moi, je les laisserai se présenter ensuite. Donc, chères politiciennes, chers politiciens, bonsoir. En ce mois de mars, les droits des minorités de genre sont au centre du débat et particulièrement vu le contexte politique
liées à cette thématique. Le 8 mars, comme vous le savez, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Il nous semblait donc pertinent de vous interroger sur les actions menées par vos partis pour lutter pour ces droits. Le droit à l'avortement est mondialement mis à l'épreuve depuis le 24 juin 2022, date à laquelle l'arrêt Roe vs Wade, qui accordait le droit d'avorter aux Américaines dans tout le pays, a été annulé par la Cour suprême des États-Unis. Plus proche de chez nous, la France a récemment inscrit dans sa Constitution la liberté de recourir à l'IVG. Cette loi constitutionnelle, malgré ses nombreuses limitations, reste un pas en avant non négligeable. Pour revenir aux États-Unis, l'année 2023 a été marquée par une quantité effrayante de propositions de loi visant à restreindre les droits des personnes trans, à commencer par ceux des enfants trans, qu'on a forcés à détransitionner sur base d'un argumentaire purement idéologique, et ce, au Texas notamment. Cet argumentaire anti-trans, en totale déconnexion avec les réalités vécues par les communautés trans et non-binaires, a probablement posé les balises qui ont mené au meurtre transphobe de Nex Benedict, élève non-binaire de 16 ans, dans la nuit du 7 février dernier. Tout ce contexte n'est évidemment qu'un bref survol d'une situation bien plus large, d'un contexte multifactoriel de violences systémiques et structurelles envers les femmes et les minorités de genre. Notre question est donc la suivante: quelle était la revendication phare de votre parti quant à la lutte pour les droits des minorités de genre et des femmes, et que comptez-vous mettre en place concrètement pour y répondre? Je vous remercie. Alors, on vous remercie pour la question et on va commencer par défi. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Donc, il y a 2 sous-questions dans votre question. Alors, je dirais que pour les droits des femmes, s'il y a un combat qu'on doit absolument continuer, c'est celui que vous avez évoqué, à savoir le droit à l'avortement, puisque aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est dépénalisé que sous conditions. Donc, ce sont des conditions très strictes. Et notamment le fait que vous ne pouvez pas avorter au-delà de 12 semaines, sous peine de quoi vous et votre médecin restez passibles de peine de prison. Ça va jusqu'à des peines de prison, jusqu'à 1 an. Alors en pratique, les parquets ne poursuivent pas, mais ça reste dans la loi. Et donc c'est un signal qui est extrêmement stigmatisant vis-à-vis des femmes et des filles qui doivent à un moment donné avorter, pas parce qu'elles ont décidé d'attendre jusqu'à 13 semaines, mais parce qu'elles se trouvent dans une situation telle qu'elles doivent le faire. Aujourd'hui, on ferme les yeux sur cette réalité, on oblige les femmes à aller avorter à l'étranger, pour celles qui en ont les moyens, et les autres doivent avorter dans la clandestinité, avec tout ce que ça implique au niveau de leur sécurité, au niveau de leur santé. Et je suis très fâchée sur les autres partis de la Vivaldi, vous vous en doutez, mais aussi sur les engagés qui ont empêché le vote de ce texte alors qu'il disposait d'une majorité parlementaire au Parlement. C'est un vrai hold-up démocratique auquel on a assisté. Et donc j'ose espérer que d'ici les prochains mois, on va pouvoir voter ce texte. Alors pour le reste, par rapport aux personnes transgenres, aux personnes LGBTQIA+, la Belgique a adopté un plan ambitieux en la matière et je pense que la Belgique est un des pays les plus progressistes, les plus avant-gardistes en la matière, mais je pense que ce qui pose le plus problème, au-delà de tout ce qui concerne les mutilations sur les personnes intersexes, les enfants intersexes, etc., on doit y mettre fin, mais il y a une vraie insécurité encore dans certains quartiers, dans certains endroits, et c'est inacceptable. Et on a pourtant des choses qui se mettent en place, mais qui doivent, à mon sens, être généralisées. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les Rainbow Cops. On arrive à la fin des 2 minutes. Qui sont spécialisés en la matière et qui peuvent justement aider les personnes lorsqu'elles se sentent en insécurité ou lorsqu'elles souhaitent porter plainte. Donc cette idée vraiment de référent et de pouvoir se sentir à l'aise lorsque l'on se sent en insécurité ou lorsqu'on souhaite vraiment porter plainte. Merci beaucoup. On passe à Écolo. Je vous en prie. Merci. D'abord sur la question de l'avortement, alors ici comme ailleurs, dès qu'on est dans une situation de crise, les premières à faire les frais du point de vue de leurs droits, ce sont les femmes. Et vous avez évoqué la situation aux États-Unis. Je pense que voilà, c'est un risque qu'on peut voir partout ailleurs. Moi, je suis assez fière que l'inscription de l'avortement en France dans la Constitution vient de membres de ma famille politique. Voilà, alors c'est vrai, et je peux concéder effectivement qu'il y a une logique de majorité qui n'a pas permis d'avancer sur le dossier en matière d'avortement, mais la position de mon parti est claire et on a un texte de loi. Je voudrais rendre hommage en fait à Sarah Schlitz, secrétaire d'État, qui a porté
sur les fonds baptismaux, enfin, je ne sais pas si je peux le dire à l'ULB, si je peux utiliser l'expression, mais en tout cas sur les fonds baptismaux, un plan fédéral avec 133 mesures dans différentes compétences fédérales pour renforcer les droits et l'inclusion des citoyennes lesbiennes, bisexuelles, gays, transgenres, queer et intersexes. Alors, dans les grands axes, c'est un meilleur accès à la santé, c'est protéger leur sécurité, ce sont des formations, que ce soit pour la police, pour les personnels de soins de santé, c'est l'interdiction des thérapies de conversion, c'est l'interdiction des opérations et de traitements non nécessaires et non consentis, etc. Donc il y a un plan sur la table avec 133 mesures très claires. Et donc il s'agira pour nous de poursuivre le travail qui a été, j'allais dire entamé, mais largement plus qu'entamé. Le plus gros du travail a été fait, l'identification avec la société civile de ce qu'il y avait lieu de mettre sur la table. Et donc nous nous attellerons à faire en sorte que chacune de ces mesures soit mise en place effectivement. Je vous remercie, moins de 2 minutes. On passe maintenant au MR. C'est à votre tour. Merci pour votre question. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les 3 mots-clés, liberté individuelle, donc liberté de son propre choix de vie, de son orientation sexuelle et ou son identité de genre. Je crois que c'est fondamental et cartésien pour le MR. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, encore ce matin, je déposais une proposition de résolution au Parlement bruxellois pour demander de faire de la région bruxelloise une zone engagée pour notamment promouvoir les droits LGBT. Ça a été voté, on en parlera peut-être ensemble, à l'unanimité. Et pour lutter aussi contre le vrai phénomène d'LGBTQIA phobie. Il faut bien se rendre compte, si 98% des femmes sont exposées régulièrement à des formes de harcèlement dans l'espace public, les homosexuels ou toute la communauté LGBTQIA+, est aussi exposée à ces formes de harcèlement, mais en plus est exposée à de la violence. Dans un cas sur 2, il y a de la violence physique. Il n'y a pas d'autres formes, d'autres communautés qui sont exposées à autant de violence. Et donc, pour répondre à votre question, parce qu'il y avait plein de questions dans votre question, c'était malin. Moi, très clairement, je suis à 200% favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Comme ça, c'est au moins clair. 2, le gouvernement précédent a fait une réforme qui peut-être était critiquée par certaines associations, mais était quand même assez ambitieuse pour le droit des transgenres. Je crois que cette réforme doit encore évoluer, et vous avez souligné la problématique des transkits, évidemment. Je crois que le gouvernement prochain devra travailler dessus aussi. Il devra surtout aussi travailler pour les personnes intersexuées qui, elles, sont encore exposées à des formes de mutilation complètement inacceptables. Et puisque vous m'avez demandé ma priorité, sincèrement, si le MR insiste tellement sur la sécurité, c'est pas parce que c'est un sujet de droite, c'est parce que de grâce, cette communauté est exposée à des formes de violence inqualifiables. Et donc il faudra travailler sur cette question de sécurité, il faut lutter contre les formes d'homophobie dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les clubs de sport. Quand je dis dès le plus jeune âge, c'est parfois même une présomption d'homosexualité, puisqu'il y a des agressions face à des jeunes filles ou des jeunes garçons de 8, 9, 10 ans dans les clubs de sport, dans les maisons de repos. Donc il faut en faire une priorité et qu'on en parle. Et ça ne doit plus rester, excusez-moi, je suis un peu plus long, ça ne doit plus être un tabou. Et donc pour ça, il faut aussi que la police et la justice puissent suivre et soient plus fermes et en fassent clairement une priorité. Je vous remercie. On passe maintenant au PTB. Bon, alors, voilà. Donc sur la question de l'avortement, c'est clair que ce qui s'est passé en France, c'est une avancée, même si ça a ses limites, parce que c'est la liberté d'avorter, mais ce n'est pas le droit d'avorter dans la Constitution, alors que quand c'est un droit, ça veut dire que l'État est responsable en fait, de mettre en place les moyens nécessaires pour que ça soit mis en place. Et donc ça, c'est la limite, mais c'est une avancée et il faut continuer la lutte pour aller plus loin. Et je suis tout à fait pour qu'en Belgique, on fasse la même chose, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis nous démontre en fait que les conservateurs et les réactionnaires sont toujours à l'affût des droits fondamentaux et en premier lieu les droits des femmes. Donc là-dessus, je vous rejoins tout à fait et je pense qu'on doit continuer la lutte. Et je suis aussi très fâché sur la majorité Vivaldi qui a fait de la question de droit à l'avortement un marchandage de majorité. Et ça, c'est inacceptable. Les droits fondamentaux ne sont pas matière à marchander. Donc là-dessus, c'est vraiment un échec de la Vivaldi sur cette question-là. Sur la question des droits de minorité, la première chose, c'est lutter contre les violences et les agressions. Ça, je pense que c'est pas normal qu'aujourd'hui des étudiants ou bien des élèves ou même des travailleurs ou des travailleuses soient
aillent à leur lieu de travail, leur lieu d'études avec la boule au ventre parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas la société dans laquelle on veut vivre et il faut tout mettre en place pour sortir de cette violence-là. Et là-dessus, il y a deux choses. D'abord, renforcer tout le milieu associatif, lui donner les moyens de manière structurelle pour qu'il puisse mettre en place des projets à moyen et à long terme, et de deux, que toutes les décisions politiques qui sont prises à ce niveau-là soient prises avec ce milieu associatif, parce que c'est eux qui connaissent le terrain, c'est eux qui savent où sont les manquements et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et surtout, quand on vote des lois, la première chose à mettre en place, c'est des moyens, parce qu'on a une législation progressiste aussi en Belgique, mais il n'y a pas les moyens pour la mettre en œuvre et pour la mettre en pratique, et c'est là-dessus qu'on faute. Il faut d'abord mettre les moyens pour que ça soit applicable. Je te remercie. On passe maintenant aux engagés. Je peux que souscrire à tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Les engagés, c'est un mouvement universaliste. Ça veut dire quoi l'universalisme? Ça veut dire qu'on plaide pour l'égalité des droits pour toutes et tous, peu importe le genre, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe la religion, l'origine, la culture. Et s'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas toujours été d'accord par le passé, moi, je suis aujourd'hui engagé dans un parti qui s'appelle Les Engagés. Et Les Engagés, notre programme est très clair là-dessus, sur l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Et donc, je le soutiens, et on le soutient de façon collective, de manière tout à fait unanime. Par rapport aux priorités que vous mentionnez, c'en est une, certainement. Ce que je pense aussi, c'est que l'égalité des droits, c'est bien de l'acclamer, mais il faut que ce soit évidemment dans les faits, que ce soit respecté. Je sais qu'il y a encore, par exemple, dans les soins de santé, tout le monde n'est pas accueilli de la même manière. Le remboursement dans les soins de santé, par exemple, pour les personnes trans, pour les soins gynécologiques et andrologiques, ne sont pas encore remboursés de la même façon et ne sont pas souvent reconnus pour ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment une revendication qu'on a, que dans les soins de santé, tout le monde puisse avoir les mêmes droits, les mêmes remboursements, peu importe son identité de genre. Ce que je vois aussi, c'est qu'on doit continuer à pouvoir chiffrer les choses, pouvoir objectiver les discriminations, les fréquences, les façons dont tout ça se met en place de manière insidieuse dans la société. Et ça, il faut continuer à soutenir la recherche, je pense, dans les universités sur ces sujets-là, pour qu'on puisse continuer à avoir du solide, des faits pour pouvoir agir et développer tous ces sujets-là. Et alors, dernière chose, comme David disait très bien, on est parfois victime de violences. On arrive au terme des 2 minutes. Ouais. Et je pense qu'on ne doit pas gérer les auteurs de ces violences de la même manière que les autres délinquants, et qu'il faut des institutions spécialisées pour accompagner les auteurs de ces violences pour pouvoir vraiment les sortir de ce mode de comportement. Merci beaucoup. Et on va terminer par le PS, du coup. Alors, oui, vous m'entendez, oui. Donc ça, c'est un sujet essentiel. Je vais le faire très vite en télégraphie, il y a beaucoup à dire. On parle de droit, on parle de violence que vous subissez sans doute, vous, dans la salle, soit en tant que victime. Il y a peut-être des auteurs dans cette salle ou des autrices de violence aussi. Et il y a sans doute des témoins. Cette question, vous la vivez, nous la vivons parce qu'elle vit dans la société. Et donc, c'est une priorité, je le disais, on est un parti inclusif, on défend des propositions extrêmement concrètes en matière de respect des droits des femmes, des droits des personnes LGBTQIA+. Alors, comment l'IVG est notre priorité, on le met dans la Constitution. Il y a eu un rapport d'experts, nous sommes OK avec toutes les recommandations du rapport d'experts d'allonger à 18 semaines, de supprimer le délai de réflexion qui est une condition paternaliste où on ôte aux femmes le droit de pouvoir décider par elles-mêmes, elles devraient réfléchir, etc. Donc on a des mesures très très concrètes sur l'IVG, c'est absolument notre priorité. Et en effet, il y a eu un problème de majorité, il y a eu un problème de déloyauté dans la majorité. Et il faut le dire ici, c'est un parti, c'est le CDNV et les engagés qui ne sont pas dans la majorité, mais c'est le CDNV qui nous a lâchés là-dessus. Donc il faut le dire, il faut le dire. Et donc on en fera une priorité pour la suite. Sur la question LGBTQIA+, il y a beaucoup à dire.
Il faut prévenir. La première chose, c'est prévenir. Nous avons obtenu un programme historique d'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pour tous les élèves dans toutes les écoles. On a un guide, un référentiel dans lequel figurent toutes des questions liées à la transidentité, à la question de la transphobie, à la question des droits des LGBTQIA+, à la question du coming out, etc. Et donc ça, on l'a obtenu, cet accord historique, il faut continuer à le généraliser. Il y a aussi la question d'un plan concret. Nous avons voté à Bruxelles un plan LGBTQIA+, 35 mesures transversales pour protéger les droits. Dernière chose, la santé inclusive. Donc dans les brasses à l'école, il y a la question des trans, on a travaillé avec TransKids et on a fait un guide pour les écoles, pour accompagner les écoles. Il y a un enfant par classe qui est en transidentité, pas forcément en transition, mais qui est en transidentité, pour accompagner les... Et il y a la question de la santé inclusive, on a soutenu la création d'épicentres, la création des Grands Carmes, qui est un centre de santé inclusive sur les droits sociaux et les droits de santé pour les personnes LGBTQIA+. C'était très concret, il nous faut des plans, il nous faut des lieux, et il nous faut un travail de prévention, de prise en charge des victimes, et aussi fin à l'impunité. Donc là, c'est toutes les questions des cellules EVA pour accueillir les personnes de manière correcte, adaptée. Donc c'est la formation de la police et c'est le réinvestissement dans la justice. Bon, ça allait un peu vite, désolé, mais il y avait... Le temps est compté, voilà. Je vous remercie pour votre question, je vous remercie pour vos réponses et on va passer à la question suivante. Je te laisse introduire, Adam. Pardon, j'ai éteint. Voilà. La question suivante, c'est la question qui va être posée par Laura du CPS et c'est la question internationale. Ça va. Voilà, bonsoir, merci à tous et à toutes pour votre participation. Du coup, je m'appelle Laura, je suis la présidente du Cercle des étudiants et étudiantes en philosophie et sciences sociales. Du coup, donc, la scène internationale est actuellement marquée par différentes crises majeures. Donc, on pense notamment à ce qui se passe en Ukraine et en Palestine. Pour ce qui est de l'Ukraine, donc, on parle de l'annexation de la Crimée par la Russie et le conflit qui persiste dans l'est du pays. Et parallèlement, le conflit israélo-palestinien qui ne cesse de provoquer des tensions et des violences, attisant d'une part l'inquiétude et l'indignation quant à la sécurité et la paix au Moyen-Orient. Concernant la gestion du conflit, le conflit ukrainien générait beaucoup d'actions militaires et humanitaires concrètes, là où le conflit israélo-palestinien suscitait plutôt des débats de fond mais sans réelles actions. Et la question qu'on souhaiterait vous poser aujourd'hui, c'est donc de savoir, selon vous, quel est le rôle de l'Europe et plus particulièrement de la Belgique à jouer dans la résolution de ces conflits. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et on commence par le PS. Merci. Mais donc, question essentielle, je vais commencer par Gaza, en fait, qui est vraiment... la question internationale qui nous occupe beaucoup, alors qui ne doit pas non plus mettre de côté les autres drames. Vous avez parlé de l'Ukraine, on pense très très fort, nous aussi, en ce moment, à ce qui se passe au Congo, puisqu'il y a des milliers, des millions de personnes qui sont déplacées et des questions de droits humanitaires qui sont vraiment problématiques. Mais donc, par rapport à Gaza, on est face à un risque de génocide, clairement. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter une résolution pour un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous demandons, et la Belgique doit s'engager de manière beaucoup plus forte dans un cessez-le-feu immédiat et permanent pour, en effet, protéger les victimes à Gaza et la libération des otages. Les deux vont ensemble, libération des otages, protection des peuples de la bande de Gaza, des Palestiniens. C'est une première étape et c'est une étape urgente. On est face à une crise humanitaire. Les personnes crèvent sous les bombes, crèvent de faim, les femmes sont agressées sexuellement. Donc c'est absolument urgent. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est plaider dans le sens d'une reconnaissance de l'État palestinien. C'est la demande du Parti socialiste d'aller vers une reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes toujours battus par rapport à ça. Et il y avait une autre question, mais je crois que je l'ai oubliée. Le rôle de l'Europe, c'est évidemment de soutenir ces propositions-là, d'aller vers une reconnaissance de l'État palestinien et d'exiger
immédiatement l'application de cette résolution de l'ONU du cessez-le-feu immédiat et de la libération des otages. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec les engagés. Oui, en général, sur le rôle de l'Europe dans les conflits internationaux, mais je pense qu'elle doit prendre un rôle. Aujourd'hui, par le passé, on a été beaucoup trop dépendant d'un axe occidental avec les États-Unis, duquel on doit absolument se départir pour être beaucoup plus autonome, avoir une vraie politique étrangère et donc aussi une défense européenne qui permette d'appliquer cette politique étrangère. Donc on doit avoir une autonomie dans notre politique étrangère qu'on a trop peu eu ces derniers temps et donc qui, je trouve, a fait que l'Europe a aussi été beaucoup trop timorée dans le conflit israélo-palestinien. Et donc dans tous les conflits, on doit bien se rendre compte que nos intérêts européens et notre vision du monde européen n'est pas le même que ceux des États-Unis et que donc pour assumer cette vision du monde, on doit aussi avoir notre propre défense. Ça n'empêche pas d'avoir des collaborations à travers l'OTAN ou autre, mais en tous les cas, on doit avoir cette autonomie, ce qui nous manque aujourd'hui et ce qui affaiblit fortement notre voix sur la scène internationale. Sur le conflit israélo-palestinien, je pense que ma collègue ici a tout dit. Évidemment, tout ce qui se passe là pour l'instant, c'est innommable. On demande un cessez-le-feu depuis bien longtemps, qui n'arrive pas. Et donc l'Europe doit mettre tout son poids, mais je le répète, tant qu'elle n'a pas cette autonomie stratégique suffisante et cette défense européenne, elle va toujours avoir du mal à imposer sa vision dans ce genre de conflit. Elle va toujours rester trop timorée. Donc je pense que c'est vraiment là la clé concrète pour avancer dans le dossier israélo-palestinien ou dans l'ukrainien, ou même faire entendre la voix, pas uniquement de la Belgique, mais de l'Europe sur les conflits et les problèmes qu'on connaît aujourd'hui au Congo, qui sont extrêmement graves aussi. Donc on doit se mobiliser, et ça doit être une des priorités, évidemment, du débat européen, de ces élections européennes. Je ne sais pas si Brol va organiser un débat avec les têtes de liste européenenne, mais ce serait bien aussi que les jeunes s'intéressent vraiment à ce débat européen, parce que c'est là qu'énormément de choses se jouent, notamment dans ces conflits internationaux. Un grand merci. On note l'idée. Je ne sais pas si nos examens vont être d'accord avec ça, mais on enchaîne avec Écolo. Merci. Alors je vais réagir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde, mais le fait de parler spécifiquement de ce qui se joue à Gaza ne veut pas dire que le reste nous laisse indifférents, mais je pense que ce qui se joue aujourd'hui à Gaza est intolérable, et le mot est faible, et ça l'est d'autant plus quand effectivement on voit le double standard que nous adoptons ici en Europe à l'égard de ce qui se passe en Ukraine et à Gaza. Et donc il en va aujourd'hui de la crédibilité du droit international. La Cour pénale a accepté la requête de l'Afrique du Sud sur le risque de génocide. Donc le travail est en cours, mais pendant que le travail est en cours, il y a normalement des choses qui doivent être mises en place et dont on ne voit rien. Hier, pour la première fois, il y a un vote au Conseil de sécurité sur la nécessité d'un arrêt immédiat. Alors il ne faudrait pas que ce vote ne soit pas suivi d'effet. Il faut aujourd'hui qu'Israël soit sanctionné pour ce qu'il est en train de faire. Nous demandons, vous évoquiez l'Europe, nous demandons la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël. On demande également l'interdiction et le gel des avoirs des colons ainsi que des responsables des crimes de guerre. Nous demandons aussi un boycott du gouvernement, donc du gouvernement en place, parce que continuer à estimer que le gouvernement en place, qui est un gouvernement, enfin, je veux dire, c'est pas faire insulte que de le dire, c'est le résultat des urnes. On a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite qui est en train potentiellement de perpétrer un génocide. La Cour nous le dira. Et aujourd'hui, on fait comme si ce gouvernement était égal à un autre. Et donc, il y a des signaux forts qui doivent être désormais apportés. Je l'ai évoqué, l'interdiction et le gel des avoirs des colons. Le lancement d'une procédure de reconnaissance. À vos 2 minutes. Le lancement d'une procédure de reconnaissance internationale du fait d'apartheid à l'encontre des Palestiniens et des Palestiniennes. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. On en va enchaîner avec le PTB.
Concernant la situation internationale aujourd'hui, on vit vraiment un basculement au niveau de la situation internationale. Et surtout, quelque chose de très important, c'est que l'Occident, comme on le connaît, n'est plus crédible sur la scène internationale. Aujourd'hui, il n'est plus entendu. Et ça se voit dans des votes, par exemple, aux Nations Unies, où l'Occident n'a plus de crédibilité, et à juste titre. Parce qu'on n'a jamais vu autant d'hypocrisie en termes de politique internationale. Ça fait 75 ans que le peuple palestinien souffre de la colonisation. Il n'y a aucune mesure qui a été prise contre l'État d'Israël et la colonisation. Aujourd'hui, on est en train de vivre un génocide, un risque de génocide. C'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est un génocide qui est en train de se passer en Palestine et il n'y a toujours aucune sanction. Depuis le début de la guerre en Ukraine, et à juste titre, on a pris des mesures contre la Russie. Il y a 13 paquets de sanctions qui ont été votés contre la Russie, 0 contre Israël, alors qu'on a tué en 4 mois autant d'enfants que les 4 dernières années dans tous les conflits internationaux. Et l'Europe, elle est complice. C'est pas juste qu'ils ne prennent pas de sanctions, c'est qu'ils continuent à commercer de manière tout à fait normale avec un État colonial et un État d'apartheid. Aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on parle de discours et disent qu'il faut un cessez-le-feu, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais où sont les actes? 0 sanction, tous les gouvernements confondus. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, venir dire qu'il faut un cessez-le-feu, ce n'est pas crédible si on ne prend pas des mesures pour imposer un cessez-le-feu. Il y a la Cour de justice, la Cour internationale de justice, qui a dit qu'il y a un risque de génocide. Il n'y a eu aucune mesure des pays occidentaux. On a parlé du Congo, mais l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour exploiter des minerais qui sont sur le sol congolais, sachant que c'est le Rwanda qui finance et qui militarise les événements au Congo. Donc l'hypocrisie européenne, elle est totale. Et le rôle de l'Europe, c'est d'être indépendant en termes de politique internationale, de sortir en fait de ce suivisme vis-à-vis de la politique américaine qui n'a autre objectif que ses intérêts propres. Le droit international est utilisé à géométrie variable pour des intérêts économiques et politiques. Et ça, aujourd'hui, le monde entier le voit, et l'Europe et l'Occident n'est plus crédible sur cette question. Ah oui, pardon. J'ai une fâcheuse tendance à oublier le MR dans ce débat. Désolé. C'est à vous. Je vous écoute. Pardon. Merci beaucoup. Oui, je l'ai vu dans le débat sur vos réseaux sociaux. Mais c'est pas grave, je suis là. Ça me fait plaisir d'être là et de discuter avec vous. La première chose, c'est vraiment, sincèrement, votre question ne le mentionne pas, mais donc j'en profite pour insister, il y a des conflits partout. Donc au Yémen, c'est plusieurs centaines de milliers de morts. Et au Congo, je veux vraiment insister là-dessus. C'est vraiment un conflit dont on ne parle pas suffisamment. C'est scandaleux au Congo qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est des centaines de milliers de morts. Ce sont des millions de déplacés. Pas uniquement pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques et diplomatiques. Et donc vous devez en discuter aussi, vous devez en parler, on doit mettre la pression maximale. On ne parle pas suffisamment de ce qui se passe dans l'Est du Congo au niveau européen et au niveau belge. Au niveau belge, on essaye de pousser ça à l'agenda au niveau international, mais donc ça doit vraiment être une priorité. Pour revenir sur le conflit compliqué Israël-Palestine, moi je suis fier d'avoir dans ma famille politique une ministre, Hadja Labib, ministre des Affaires étrangères, qui, honnêtement, vous devez suivre et écouter ce qui se passe au niveau européen, qui non seulement a une position équilibrée, mais qui a une position qui est suivie aussi au niveau européen. Nous sommes regardés, nous sommes suivis. En plus, pour le moment, on a la présidence de l'Union européenne. Et donc, notre position n'a jamais changé. Et elle est la même dans les conseils communaux, ici, autour de la table, au niveau du gouvernement fédéral. Il faut premièrement que le Hamas, qui est une organisation que nous qualifions de terroriste, que tout le monde doit qualifier de manière terroriste, c'est une organisation terroriste, que le Hamas libère les enfants, les familles,
les femmes qu'il a par ailleurs violées, dont on n'a pas suffisamment parlé le 7 octobre. Et dès le moment où ces familles, ces femmes, ces enfants, son bébé sont libérés, il faut tout de suite évidemment un cessez-le-feu. Il n'empêche évidemment que l'Israël doit être proportionné dans sa réponse évidemment et dans sa défense. Et donc il y a toute une série de mesures, de proportions qui doivent être prises et qui sont défendues ici, au niveau fédéral et au niveau européen, par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib. Pour répondre à votre question, au niveau ukrainien, il faut continuer à soutenir l'Ukraine pour, in fine, que l'Ukraine rentre non seulement dans l'Union européenne, mais qu'elle défende aussi les valeurs de liberté face à une dictature qui est la Russie. Merci. Et on termine par défi. Oui. Merci pour votre question. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un deux poids deux mesures en matière de solidarité internationale qui m'a toujours choquée. Et on l'a vu, c'est bien évidemment très important d'avoir accueilli les demandeurs d'asile, en tout cas les personnes qui fuyaient la guerre en Ukraine. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi on n'a pas eu un tel élan de solidarité lorsque des personnes fuyaient la Syrie en guerre? Je me suis vraiment posé la question et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vecteur culturel et aussi que plus un conflit était lointain, plus on avait tendance à fermer les yeux sur ce conflit. C'est le cas pour le Yémen, c'est le cas pour ce qui se passe à l'est du Congo, où le viol est utilisé comme arme de guerre. En Palestine, oui, la famine est aujourd'hui utilisée comme une arme de guerre et c'est inacceptable. Parce que si Israël a bien évidemment le droit de se défendre par rapport au Hamas, qui est une organisation terroriste, la fin ne justifie pas les moyens. Il y a des règles de droit international, humanitaire, droit de la guerre, qui doivent pouvoir être respectées. Elles ne sont pas là pour faire joli, elles doivent être respectées et on a franchi la ligne rouge depuis bien trop longtemps aujourd'hui. Par contre, je me dois de dire aussi qu'il y a un deux poids deux mesures dans le discours de certains partis. Parce que le PTB a raison de défendre la cause palestinienne, mais je tiens aussi à rappeler que pour ce qui concerne les droits des femmes en Iran, qui se font massacrer aujourd'hui, qui se font pendre, qui se font torturer parce qu'elles manifestent pour leur liberté, j'ai pas beaucoup entendu le PTB. Même chose pour les communautés musulmanes, les minorités musulmanes, les Ouïghours en Chine, qui se font aussi massacrer, qui sont victimes d'un génocide. Le PTB s'est abstenu sur tous les textes que nous avons déposés en la matière au Parlement fédéral. Donc à un moment donné, je profite du fait que nous sommes dans le cadre d'un débat politique pour remettre les choses en place par rapport à ça. Et donc au niveau des filles, nos revendications, ce sont les mêmes finalement que celles qui sont portées par l'ensemble des partis démocratiques. Un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages. Je me demande dans quel état vont ressortir les otages à mesure que l'on rase Gaza. Donc il faudrait quand même à un moment donné que le gouvernement israélien se pose la question. Le respect du droit international, comme je l'ai dit, la fin des colonies, parce qu'il est hors de question que le gouvernement israélien profite de ce qui se passe à Gaza pour poursuivre ses colonies illégales en Cisjordanie. La fin des exportations des armes, tant auprès du gouvernement israélien qu'auprès du Hamas, cela va de soi. Et puis aussi, et c'est fondamental, la relance d'un processus de paix pour que les Palestiniens aient droit à leur État pleinement indépendant. Le problème, c'est qu'on a des protagonistes des deux côtés qui posent problème. Le Hamas, organisation terroriste, le gouvernement Netanyahou, gouvernement d'extrême droite. Et donc, oui, la Belgique et l'Union européenne ont pleinement un rôle à jouer. En tout cas, moi, j'y crois. Merci beaucoup pour vos réponses. On va maintenant passer à la question suivante, qui concerne cette fois-ci la précarité étudiante, et qui sera posée par Alice. Alice, je t'en prie, vas-y. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis représentante étudiante au conseil étudiant de l'ULB. Aujourd'hui, je vous apporte la problématique de la précarité étudiante qui, depuis 2019, touche 36% des étudiants, c'est-à-dire environ 80 000 étudiants. C'est tellement présent dans notre vie que c'est devenu une notion indissociable de l'enseignement supérieur. Elle est partout, tout le temps. Cette précarité, elle rend impossible de prendre soin de sa santé physique et mentale. En 2023, 25 000 étudiants étaient au CPS et 90 000 percevaient une bourse d'études. Mais ces aides, elles restent insuffisantes et ne couvrent clairement pas l'ensemble des dépenses d'une année d'études qui est estimée à 10 000 € pour un étudiant en cote. Face à cette précarité, les étudiants se trouvent pénalisés dans la réussite de leurs études et sont de plus en plus touchés par la réforme du décret paysage. Ils bossent plus, ils stressent plus, ils doivent parfois choisir entre acheter leur support de cours et acheter à manger. Donc face à ce constat, ma question c'est
quelles sont les actions concrètes contre la précarité étudiante que vous comptez mener durant votre mandat? Je te remercie Alice pour ta question. Avant de passer au temps de réponse, on va vous rappeler le temps qui vous reste parce que certains ont dépassé, certains ont été un peu plus économes, on va dire. Donc je vais laisser Adam faire un petit point sur le temps qui vous reste à tous et à toutes. À gauche de moi, on n'a pas utilisé son temps de parole et à ma droite, on a utilisé tout son temps de parole. Mais David, il te reste 1 minute 11. Delphine, 16 secondes, en plus, en boni. Évidemment. En boni, oui. En boni. Il ne vous reste pas 16 secondes de parole, mais il reste 2 questions, et ça c'est le temps supplémentaire que vous avez par rapport au temps initial qu'on vous avait accordé. 1 minute 11 pour les maires, 16 secondes pour le PS. Christophe, 57 secondes en plus. Oui, vous pouvez, mais vous aurez moins de temps. Sophie, tu as dépassé de 52 secondes. Zakia de 33 secondes et Nabil de 49 secondes. Donc il reste 2 questions. Vous avez en tout normalement 4 minutes de parole auxquelles vous devez soustraire ou additionner les montants qu'on vient de vous annoncer. Et il reste aussi le mot de la fin, voilà. Sur lequel vous pouvez économiser. Donc il reste 2 questions. Une première qui a été posée par Alice, une seconde qui sera posée par Emilia, et il vous reste le mot de la fin. Pour chaque question, 2 minutes. Pour le mot de la fin, 2 minutes. Donc techniquement, si vous avez bien respecté vos temps de parole, il vous reste 6 minutes. De ce côté-là, on a un peu plus de temps parce qu'on a un peu plus respecté le chrono. De ce côté-là, on a un peu moins de temps. Voilà. Voilà. Sur vos 6 minutes. Donc à vous de gérer votre temps maintenant. Voilà. Je vous laisse faire les maths. Moi, c'est pas mon domaine. Du coup, merci pour ta question, Alice. Sur la précarité étudiante, on va donc commencer par toi, Nabil, je t'en prie. Je vais essayer de rationner alors. La précarité étudiante, c'est d'abord un problème de société, c'est pas juste un problème étudiant, parce que ça a un impact sur l'ensemble de la société, et on le voit aujourd'hui que beaucoup d'étudiants ont besoin d'aller travailler pour financer leurs études. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'étais étudiant à l'ULB, mais j'ai pas fini mes études, je suis pas diplômé de l'ULB, notamment parce que j'ai dû à un moment donné arrêter les études et aller travailler. Et pendant tout le parcours scolaire que j'avais ici, j'ai travaillé en même temps, et donc c'était d'échec en échec, j'ai pas pu réussir mes études. Donc je vois très bien le problème, et un des éléments, c'est que le coût d'une année d'études pour les étudiants, il est énorme. Il est en moyenne de 12 000 € quand on est coteur. C'est impayable. Il n'y a que les familles qui ont les moyens, ce dont les enfants vont faire des études, et les autres, les familles qui viennent de milieux de travailleurs d'où je viens, et ainsi de suite, il y avait à l'époque où j'étais, c'était 0,3% des étudiants diplômés venaient de milieux ouvriers. Donc il y a vraiment une précarité étudiante et qui touche les plus précaires. Aujourd'hui, s'il y a une mesure, et donc c'est pour ça que je vais rationner un peu le temps, mais s'il y a une mesure, c'est en question de logement, c'est ça le paquet qui coûte le plus, en tout cas pour les étudiants, c'est d'avoir à Bruxelles un encadrement des loyers qui va bloquer la hausse des loyers, qui va permettre aux étudiants d'avoir accès à des cotes à des prix abordables et aussi un refinancement de l'enseignement. C'est vraiment primordial, et surtout de mettre en place, j'avais vu ici que le Parlement avait voté un plan contre la précarité étudiante avec 62 mesures. Seulement 4 ont été réalisés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on vote des lois, mais on ne met pas les moyens pour qu'ils soient réalisés. Et ça ne sert à rien de dire qu'on a voté ci, qu'on a voté ça, si on ne donne pas les moyens pour que ça soit mis en place. Et aujourd'hui, c'est une urgence sociale pour le faire. Sur le fil. On va passer ensuite à Sophie. Je t'en prie, vas-y. Oui. Bien, merci pour la question. On l'a dit, une année académique, ça représente plus ou moins entre 8 000 et 12 000 € par an, en fonction du type de cours, en fonction des supports qui sont nécessaires, etc. Bien évidemment que c'est énorme, et donc ça pousse un nombre accru d'étudiants à devoir se diriger vers des bourses, à devoir se diriger vers les CPS, à devoir travailler. Aussi aujourd'hui, il y a plus de 7 étudiants sur 10 qui aujourd'hui doivent travailler
pour financer leurs études, alors que leur premier travail devrait pouvoir être d'étudier et non pas l'inverse. Et donc d'ailleurs c'est un gros problème parce que ça creuse les inégalités entre ceux qui doivent travailler pour financer leurs études et les autres, parce que là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes, à savoir que le risque de rater son étude ou de doubler son année est beaucoup plus accru lorsque vous devez travailler à côté, parce que forcément vous avez moins de temps à consacrer à vos études. Et donc là, il y a une injustice qui est insupportable. Il y a aussi l'injustice selon laquelle il y a des mécanismes qui étudient, mais certains étudiants n'ont pas les informations. C'est trop compliqué. Il y a aussi un travail de simplification administrative qui doit être entrepris. Et donc, on est confronté à un non-recours aux droits. Donc, il y a des droits qui existent, mais qui ne sont pas exercés. Donc, par rapport à ça, concrètement, il faut simplifier tout ça, mieux informer les étudiants par rapport à ce qui existe, notamment par rapport aux allocations d'études, soutenir les parents, parce que si les parents sont précarisés, les étudiants vont l'être forcément aussi. Donc là, c'est tout ce qui concerne la réforme fiscale, le soutien aux familles monoparentales aussi. Une famille monoparentale va encore avoir plus de difficultés à aider ses enfants à entrer en haute école ou à l'université. Tout ce qui concerne le Minerval aussi. Donc le Minerval, il a été plafonné à 835 €. C'est très bien, mais ça doit concerner aussi les hautes écoles. Faire en sorte aussi que l'on puisse réduire ce montant lorsque vous devez recommencer votre année pour 1, 2 ou 3 cours. Il n'y a aucune raison que vous devez payer l'entièreté du Minerval pour quelques crédits. On arrive au terme des 2 minutes. Et puis j'en terminerai aussi par rapport à l'aide à la réussite, mais donc ça c'est en lien aussi avec le décret paysage, parce que je trouve que plutôt que de pénaliser les étudiants, à un moment donné, il faudrait les soutenir, notamment avec l'aide à la réussite, et aider les étudiants à mieux être orientés, notamment lorsqu'ils sont en 5e et 6e secondaire. Merci beaucoup. On passe maintenant au MR. David, c'est à ton tour. Merci pour votre question. La précarité, ça touche tout le monde. La précarité, ça touche les familles monoparentales, les mamans qui travaillent. Ça touche parfois des travailleurs précaires, ça touche des demandeurs d'emploi. Et donc, ça touche beaucoup de personnes, la précarité au quotidien, mais aussi, effectivement, les étudiants. Quand même, vous donner quelques chiffres. Hein. En région bruxelloise, en 2024, 1 enfant sur 2, sur la ville de Bruxelles, naît dans une famille sous le seuil de pauvreté. 1 enfant sur 2 en 2024. Il y a 10 ans, c'était 1 sur 4. Et il y a 20 ans, c'était 1 sur 8. Alors excusez-moi de le dire, mais c'est aussi le résultat de ces politiques de gauche qu'a créé cette paupérisation. Sur les mêmes années, chers collègues, en Flandre, la courbe était inverse. Aujourd'hui, on est à 10% en Flandre. Donc il faut comprendre aussi la base de cette question. Et donc oui, on doit travailler sur cette question de priorité et de précarité. Et moi, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous dire ce qu'a fait Valérie Glatini et Françoise Berthiaud. Ce qu'elles ont fait. Premièrement, les allocations d'études. La réforme a déjà eu lieu, elle doit continuer à être mise en place. Ces allocations d'études, ça m'a été utile. Moi, j'étais boursier pendant toutes mes années. On doit continuer à l'élargir. J'espère que les collègues du PS et Écolo voteront notre réforme qu'on dépose dans les prochains jours. 2, le gel du Minerval. Le gel est gelé. Donc le Minerval d'aujourd'hui, c'est quasi le même d'il y a 10 ans. 3, le refinancement de l'enseignement supérieur. Il a fallu attendre une ministre libérale pour enfin refinancer l'enseignement supérieur. 4, je ne partage pas du tout votre avis sur la réforme paysage. J'expliquerai peut-être tout à l'heure. La réforme paysage, quand nous sommes arrivés dans cette majorité, qui échouait? Qui n'arrivait jamais à être diplômé? C'était les élèves les plus précarisés, avec un taux de diplomation le plus bas de toute l'Union européenne. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fake news, je répondrai à des questions peut-être tout à l'heure, mais c'est pas ça. Le décret paysage, ça visait justement à aider ceux qui étaient les plus précarisés. Les aides sociales, les allocations familiales, les restaurations universitaires qui ont été aidées, les épiceries sociales, les subsides sociaux aux universités qui ont été augmentés, dont l'objectif était surtout d'aider les personnes les plus précarisées. Et enfin, les logements à tarifs variables. Et vous savez quoi? Il va falloir continuer ce travail. Ce ne sont pas 4 mesures, cher Nabil. Ce sont 20 mesures qui ont été prises ces 4 dernières années pour travailler sur la précarité et sur la précarité des étudiants également. On vous demande un peu de calme. Chaque intervenant a l'occasion de s'exprimer librement. Donc voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais merci de respecter ce que disent les intervenants. Et il y aura un drink. C'est surtout que ce que je viens de dire, c'est purement factuel. Donc il suffit de vérifier toutes les lois et voir tout ce qu'on a proposé. Je vous demande un peu de calme, s'il vous plaît.
encore une fois, il y aura un drink après pour discuter de ça. Chacun sa sensibilité avec les faits. Voilà, on vous demande de respecter ce qui a été dit. Chaque intervenant a son temps de parole. Donc merci beaucoup. On passe à la prochaine réponse qui sera Zakia pour Écolo. Merci beaucoup. Merci d'avoir remis ce sujet à l'agenda parce qu'à mon avis, il n'y a que la ministre de l'Enseignement supérieur qui pense que c'est une invention de la FEF, la précarité étudiante. C'est une réalité, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une réalité qui est documentée, qui est chiffrée. Ça concerne plus d'1 étudiant sur 3. En 15 ans, il y a 7 fois plus d'étudiants au CPAS. Et avant les crises successives, 1 étudiant sur 3 se trouvait en situation de précarité, c'est-à-dire que c'est plus que la moyenne au sein de la population. Et donc oui, il y a une spécificité de la précarité étudiante. Et c'est tellement vrai que j'ai apporté avec moi ici un texte, une résolution qui a été votée au Parlement. C'est une résolution interparlementaire qui a été votée par l'ensemble des groupes politiques et qui met en avant la spécificité et la transversalité de cette précarité puisqu'elle touche à l'ensemble des compétences et de l'ensemble du gouvernement. Il y a évidemment les compétences de la communauté française qui sont liées aux enjeux de bourse d'études, de frais d'inscription, mais il y a aussi des enjeux régionaux qui sont liés à la question du logement. Il y a des enjeux fédéraux aussi sur l'automaticité des droits. Il y a aussi la question de l'individualisation des droits sociaux pour faire en sorte que lorsque un étudiant reste chez ses parents ou que des étudiants logent ensemble, ils ne se voient pas sanctionnés du point de vue de l'accès aux droits parce qu'ils auront décidé une solidarité. Et donc il y a ici, vous demandiez, moi je ne vais pas vous dire ce qui a été fait, je vais vous dire ce qui potentiellement peut être fait avec le soutien de l'ensemble des partis, du MR au PTB. Puisqu'on les a vus s'invectiver. Il y a effectivement, alors on reviendra après, mais dans le cadre de la réforme du décret paysage, faire de l'aide à la réussite une priorité afin de réduire l'allongement des études et partant de là l'augmentation des coûts. Il y a, à mon avis, une première mesure à prendre, c'est de créer une conférence interministérielle ad hoc qui est dédiée aux étudiants afin de coordonner l'ensemble des actions nécessaires dans l'ensemble des gouvernements. Et donc ce texte existe, les mesures sont très claires, très précises, et vous pourrez, le cas échéant, voilà, les faire valoir à l'occasion de la négociation des prochains accords gouvernementaux. Je ne parle pas du programme d'Écolo, bien que l'ensemble des mesures s'y retrouvent, mais c'est un texte qui a été recueilli l'approbation de l'ensemble des familles politiques. Merci beaucoup. On passe maintenant au PS. Delphine, je t'en prie. Oui, merci Alice pour cette question, parce que c'est une vraie question. Et ceux qui vous disent, parce que j'entends David, je suis ravie d'entendre qu'il rappelle les chiffres de la pauvreté à Bruxelles, qui est un vrai drame, qui est notre drame à tous. Et donc, on a quand même une ministre qui nous a dit que ça n'était pas un vrai problème, que les étudiants n'avaient pas de problème de pauvreté. Elle n'a jamais dit ça, elle a dit que c'était sociétal. Non. Arrêtez de dire de colporter des bébés. Et donc, elle l'a dit, on a des vidéos, etc. Donc, c'est un vrai problème. Alice l'a rappelé, 80 000 étudiants qui galèrent, qui se retrouvent au CPS et qui doivent jobber. Personnellement, je sais ce que c'est. Moi, j'étais boursière, j'ai travaillé dans un hôtel la nuit pour payer mes études. Alors, c'était à Marseille, il faisait beau, mais c'était quand même vraiment difficile, et donc je sais ce que c'est, et je sais que j'ai mis plus de temps justement que les autres pour passer mes diplômes, ce qui m'aurait posé un problème si j'avais été dans un décret paysage, Glatigny, mais ça on y reviendra après. Alors oui, c'est un vrai problème, et donc il faut des mesures très concrètes. Il y a en effet la résolution interparlementaire qui a été votée, 80 mesures, même pas la moitié ont été réalisées sous cette législature, et donc il faut continuer, il faut avancer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a 2 moyens pour lutter contre la précarité. Il faut augmenter les ressources et les revenus d'un côté et faire baisser les dépenses de l'autre. Augmenter les ressources et les revenus, c'est continuer le travail sur les allocations d'études et automatiser. J'aimerais bien que la ministre Berthiaud, demain, dépose un texte. Alors là, on le soutiendra avec grand plaisir, qui automatisera l'accès aux allocations d'études, parce qu'il y a un non-recours pas possible. Donc on va commencer par ça. Et puis on va nous proposer un revenu jeune, un revenu de base universel pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est le meilleur filet de sécurité qui pourra éviter d'avoir trop de temps à jobber, qui pourra vous permettre de faire des transitions et qui permettra à chaque jeune de pouvoir être en sécurité pour construire sa vie à un moment où c'est quand même pas simple. Et puis on va faire baisser les coûts. On va faire baisser les coûts comment? En investissant beaucoup plus dans le logement
logement étudiant, puisqu'on sait que c'est une des premières On arrive au sources. terme des 2 minutes. Voilà, le logement étudiant, les repas, généraliser les repas à 2 €, la gratuité des transports en commun. C'est en baissant les coûts pour les étudiants, en vous donnant accès à un droit, à un revenu de base et à des allocations automatiques que là, vraiment, on aura une action concrète et efficace contre la précarité des étudiants et des étudiantes. Merci beaucoup. Et comme vous vous en doutez, on va terminer par Christophe, des engagés. Merci. Et vous m'entendez? Oui. C'est toujours amusant de voir écolo, PS et MR se disputer sur ces sujets, alors que vous êtes tous dans le même gouvernement depuis 5 ans à mener ces réformes. Oui, la réforme du décret paysage, vous l'avez quand même tous soutenue et elle est toujours là et vous êtes toujours dans le gouvernement. Donc à un moment donné, il faut quand même un petit peu aussi assumer ses responsabilités. Sur la précarité, je pense que le symptôme qui est le plus visible d'une augmentation structurelle de la précarité dans notre pays et à Bruxelles, c'est le sans-abrisme. Regardez à Bruxelles, il y a 4 fois plus de sans-abri qu'en 2008. 20% de plus qu'il y a 2 ans. Hein, parce que sinon on dit c'est le Covid. Non. 20% de plus qu'il y a 2 ans. Et donc cette augmentation structurelle de la pauvreté et de la précarité dans une ville comme Bruxelles, mais c'est le cas aussi dans toutes les grandes villes belges, c'est vraiment ce qui doit nous préoccuper en premier lieu. Et donc la précarité étudiante que beaucoup d'entre vous vivent, il faut bien se dire qu'elle est le symptôme d'une pauvreté structurelle qui s'installe dans notre société. Une des solutions là-dedans, je pense c'est Zakia qu'on a parlé, c'est l'individualisation des droits. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très très important que nous on défend en tout premier lieu, c'est de dire que les droits, en fait, ils vous incombent à vous, et peu importe que vous vivez avec vos parents parce que justement vous n'avez pas l'argent pour aller prendre votre propre logement, ou que vous vivez avec d'autres, vous ne devez pas être pénalisé à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est l'automatisation des droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de personnes qui ont droit à de l'aide de l'État, mais qui ne les perçoivent pas parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas parfois les moyens administratifs d'aller les réclamer, d'y accéder. Et donc l'automatisation des droits, c'est un enjeu très très important et qui doit aussi se retrouver. Très bien. Il doit aussi se retrouver dans le milieu étudiant, où là aussi, quand vous avez droit comme étudiant à certaines aides, il faudrait que ce soit automatique aussi et qu'il ne faille pas parfois le découvrir plusieurs années après, qu'en fait certains étudiants avaient droit à certaines choses. Je pense qu'on doit revoir, et ça c'est important aussi, toutes les allocations d'études, les bourses doivent être mises à jour. Pourquoi ? Parce que le coût de la vie a énormément augmenté. Certaines choses ont été reprises dans l'inflation et ont permis à certaines allocations d'augmenter, mais pas suffisamment par rapport au vrai coût de la vie. Et donc on doit revoir les montants déjà de toutes les aides pour les égaler avec le vrai coût de la vie aujourd'hui. Et ça, tout le monde l'a vu ces 2-3 dernières années. Il suffit d'aller au magasin pour voir l'augmentation forte des prix de tous les denrées, même alimentaires. Et alors la dernière chose, c'est évidemment les logements, le logement étudiant. Pour en diminuer le prix, il n'y aura qu'une seule façon, c'est d'en augmenter le nombre. Je suis désolée, je dois vous couper, vous êtes D'accord, c'est d'en augmenter le nombre, et on a des propositions pour en augmenter le nombre. Terminé. Merci beaucoup. On passe maintenant à la dernière question de ce débat. Pour rappel, à la fin de cette question, on réactualisera les temps de parole pour vous dire combien de temps il vous reste pour votre mot de clôture. Et c'est Emilia, de la Fédération des étudiants francophones, qui pose la question. Bonsoir. Du coup, une des inventrices de la précarité étudiante qui va parler. Donc, depuis plus de 20 ans, le gouvernement a fait le choix politique de sous-financer l'enseignement supérieur. En 20 ans, le financement par étudiant il a diminué de 24%. Auditoire plein à craquer, baisse de l'encadrement, infrastructures délabrées, QCM impossible, des examens à 7 degrés dans un hangar et une précarité grandissante qui force les étudiants à enchaîner leur job pour survivre. Et c'est ça qui rallonge le temps des études. Et au lieu d'aider les étudiants à réussir, en refinançant l'enseignement supérieur, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait le choix lâche de diminuer le nombre d'étudiants avec la réforme du décret paysage. Derrière vos décisions politiques, il y a la vie des étudiants. Cette réforme viendra briser l'avenir de milliers d'étudiants.
Alors, cette question, je la pose au nom de 50 000 étudiants qui ont signé la pétition, à des milliers d'étudiants qui se sont mobilisés et qui vont continuer à se mobiliser dès demain. Alors, est-ce que oui ou non, vous allez les écouter? Est-ce que oui ou non, vous allez jeter ces étudiants en dehors de leurs études? Est-ce que oui ou non, vous allez retirer la réforme du décret paysage et maintenant sous ce gouvernement? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Manifester pour crier autant que vous voudrez, c'est un débat. Donc on aimerait bien garder le calme, même si cette question émeut les foules. Donc, on va commencer avec le Parti socialiste. Avec grand plaisir. Mais donc, oui, vous m'entendez là? Oui, vous m'entendez. Mais merci pour la question, merci pour le coup de gueule. On était aux dernières manifs, on sera là demain. Je comprends la colère. 50 000 étudiants qui ont signé cette pétition. C'est un étudiant sur 5, c'est énorme. Et vous savez vos réalités. Et nous refusons au Parti socialiste qu'on sacrifie une génération, votre génération. Parce que la ministre actuelle, nous mettons la pression depuis le début. Ce qui est en train de se passer, nous l'avons dit depuis le début, vous pourrez relire tous les comptes rendus au Parlement de la Fédération Bruxelles, en commission enseignement supérieur. On avait mis des points d'attention, c'est exactement ce qui s'est passé. On a été dans les négociations le plus possible pour limiter les effets de cette réforme élitiste. On a obtenu des balises, comme on dit, d'aide à la réussite, de pouvoir, par exemple, parce que le gros problème, on sait, c'est ces 60 crédits sur les 2 premières années, de 45 avec les jurys. On sait que ça pose un problème avec les jurys. Tout ça, ce sont des choses que nous avons obtenues et nous voulions une évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte, parce que vous nous avez interpellés, et vous avez eu raison de le faire, et c'est la mobilisation qui est importante. Alors, on ne connaît pas le chiffre. Vous avez annoncé un chiffre de 75 000, qui est un chiffre énorme. On a questionné la ministre qui ne nous donne pas de chiffres et qui veut continuer. On ne peut pas continuer à l'aveugle comme ça, en sacrifiant des jeunes qui vont se retrouver en dehors du système des études demain, peut-être à cause de cette réforme. Alors, on est en négociation aujourd'hui, je vais être transparente. On met une pression maximum pour modifier ce décret. C'est d'ailleurs dans le programme du Parti socialiste, vous pourrez tous le lire, et pour le modifier déjà bien avant l'évaluation qui est prévue en 2028. Attention à vos 2 minutes. Bien avant les prochaines élections qui seront dans quelques mois, mais sous cette législature. Et donc, c'est en méga discussion en ce moment au niveau du gouvernement, et on fait tout pour avoir des modifications le plus rapidement possible. Merci. On va enchaîner avec Christophe Désengagé. Excusez-moi, soit on rallonge votre temps de parole, soit... Non, voilà. Non, mais c'est clair que c'est quand même particulier d'entendre ce discours, de savoir que j'entends que maintenant que le PS va aller manifester demain contre son propre décret. C'est quand même assez extraordinaire. Mais en politique, voilà, on doit évidemment pouvoir tout accepter. Mais donc, ce que moi je pense, c'est que évidemment il faut retirer cette réforme, évidemment il faut la revoir. Le résultat sur le terrain, on le connaît, vous l'avez déjà dit, tout le monde, on avait évidemment prévenu, les choses sont clairement sur la table et l'attentisme pour l'instant du gouvernement, de mes informations, il n'y a rien qui bouge, donc si j'entends qu'il y a des pressions qui sont mises et que les choses bougent en interne, on est ravis de l'apprendre, mais il n'y a rien qui filtre pour le moment. Et que le plus important maintenant, c'est le plus vite possible d'éviter les dégâts, parce que sinon c'est en effet toutes des cohortes d'étudiants qui vont être pénalisés. Moi j'ai moi-même essayé de comprendre
le trajet et la finançabilité de certains étudiants avec les documents, j'ai pas réussi à y voir clair, tellement les règles sont compliquées. Et donc quand un système est trop complexe, il perd toute légitimité aux yeux des gens qui sont concernés parce qu'on ne le comprend plus. Donc voilà, pas de grand discours là-dessus, simplement il faut revoir cette réforme parce qu'elle fait rien de bien. Merci. Nabil, pour le PTB. C'est génial, une campagne électorale, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Je vous rappelle, Madame Chabert, que vous avez voté ce décret paysage. Vous l'avez voté, vous et écolo, vous l'avez voté contre la volonté des étudiants. Venir aujourd'hui nous raconter des salades, c'est vraiment irrespectueux vis-à-vis des étudiants. Donc vous verrez. Mais tout d'abord, ce décret, il est inacceptable. Il faut le retirer. Si on veut agir sur la réussite des étudiants, il faut agir sur les vrais problèmes. Ce que demande aujourd'hui la FEF et qui représente l'ensemble des étudiants francophones, c'est le retrait de ce décret paysage que vous avez voté et un refinancement structurel de l'enseignement à la hauteur de ses besoins et qu'on arrête avec les enveloppes fermées qui ne répondent pas aux besoins des étudiants aujourd'hui. Il faut être conséquent. Je vous entends aujourd'hui. La FEF a fait une contre-proposition, un contre-décret. Elle l'a proposé à tous les partis. Aucun parti ne l'a accepté. Le PTB, le seul parti qui a voté contre ce décret, a accepté ce contre-projet et ma camarade Amandine Pavé l'a déposé au Parlement. Est-ce que vous allez voter pour ce contre-décret de la FEF ? C'est oui ou non? C'est ça en fait la question. Est-ce que vous allez reprendre vos responsabilités, vous et écolo? Est-ce que, je vous tends la main ici, autant que PTB, on vous tend la main. Il y a maintenant un projet qui est au Parlement. Est-ce que vous allez le voter? Est-ce que vous allez voter pour ou est-ce que vous allez continuer dans la politique qui a été menée par le MR et dont vous êtes responsable, au fait, de cette situation dans l'enseignement? Parce que moi, j'avais déjà manifesté en 2009 contre votre ministre Macour, notamment pour un refinancement de l'enseignement, parce qu'on avait déjà le problème à l'époque. Aujourd'hui, la situation de l'enseignement supérieur est le fruit de la politique de ces 30 dernières années, avec cette enveloppe fermée, qui ne répond pas aux besoins des étudiants. Aujourd'hui, vous avez la chance de vous racheter avec cette proposition de contre-décret de la FEF. Est-ce que vous allez le voter, oui ou non? On va maintenant laisser la parole au mouvement réformateur. Et je vous Merci. demanderai... Je vois que la salle est très militante, mais c'est une bonne chose, comme ça on a l'occasion de discuter ici même, et puis surtout après, je suis vraiment à votre disposition. Contrairement à d'autres, ce que je vous dis ici, je le dis au Conseil communal, je le dis au Parlement, et je le dis partout ailleurs, on n'a pas de double langage. Premièrement, vous avez raison de dire que quelque part, on a moins investi ces dernières années. C'est quand même lié au fait que l'enseignement supérieur s'est massifié. Donc il y a de plus en plus d'étudiants. D'ailleurs, vous-même, dans votre question, c'est le rapport investissement étudiant que vous preniez. Reconnaissez quand même qu'à l'initiative des libéraux, il a fallu attendre les libéraux, on a réinvesti massivement dans l'enseignement supérieur. J'entends que la FEF estime que ce n'est pas suffisant, je l'entends, mais il y a eu un réinvestissement comme il n'y a jamais eu sur les 20 dernières années. Premier élément. Deuxième élément, quand même, qu'on comprenne quand même où nous étions. Quand Valérie Glatini est arrivée, elle faisait face à un décret. D'ailleurs, j'entends que même Nabil a manifesté contre ce décret, qu'on appelait le décret paysage PS Marcourt. Ce décret, il était... Tout le monde, même la FEF y était opposé. Tout le monde était opposé à ce décret. Les enseignants, les étudiants. On nous a demandé de réformer ce décret. Souvenez-vous, pourquoi les étudiants et les enseignants étaient contre et les recteurs étaient contre ce décret? Parce que c'est quand même dingue. Avec ce décret, nous étions arrivés au taux le plus faible de diplomation de toute l'Union européenne. Ça veut dire que les gens commençaient et ne terminaient pas. Et qui était victime de ce décret? Les étudiants, et en particulier les étudiants les plus précarisés. Alors excusez-moi, parce que je peux tout entendre de la part du PS, mais on a dû répondre et améliorer un décret qui mettait dans la merde des étudiants les plus précarisés. Pourquoi? Parce que leurs études étaient beaucoup plus allongées, que ça prenait des plombes, et qu'à la fin, les étudiants les plus précarisés, j'insiste, ne terminaient pas leur étude. Qu'est-ce qu'on a fait? On a redéfini ce que c'était la réussite,
Alors on peut avoir une appréciation. Je crois que tout le monde reconnaît que dans ce décret, il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, je crois et je défends que ce décret a beaucoup de bonnes choses et apporté des choses positives. Et d'ailleurs, on a déjà les premiers résultats, puisque aujourd'hui, cette année, il y a 5% de réussite en plus qu'avant le décret. Et donc, laissez un peu de temps. Et d'ailleurs, les chiffres de 71 000, venez me l'expliquer après, parce qu'on le conteste complètement. Il y a plein de fake news dans ce qui a été dit. Parfois même, je dois le redire, par la FEF. Plein de fake news. Quand vous pouvez nous poser des questions point par point, on a des réponses. Et donc, oui, chers collègues, le MR, et ça peut déplaire, a une vision de l'enseignement qui est d'excellence, qui est liée à la méritocratie et à l'effort. Mais pour toutes, mais la seule différence, pour toutes et pour tous, et en particulier pour les élèves qui sont les plus précarisés et qui étaient le plus éjectés du décret précédent, et ce que nous avons essayé de corriger. Au bout de vos 3 minutes. Merci beaucoup, excusez-moi. Et c'est maintenant le tour d'Écolo. Merci. Alors on ne peut que reconnaître en effet que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Oui, le décret passe à côté de l'objectif qu'on souhaitait lui assigner. Mais la réforme était nécessaire. La réforme est nécessaire. Tous les acteurs s'accordent à le dire, même les étudiants également. Et donc oui, le texte a non seulement des limites, mais a des défauts, clairement. La limitation à 2 ans, par exemple, pour réussir 60 crédits, au bac 1 doit disparaître. Il doit intégrer des réorientations des inscriptions possibles. Le pouvoir qui est laissé au jury est trop important. Il doit diminuer. Donc oui, il faut revoir des éléments du décret. Alors je vous mentirais si je vous disais ici que je m'engage à ce que ça change sous cette législature. Donc je ne le ferai pas. Mais pour nous, les limites du texte sont très claires et en effet, on continuera à travailler à la modification. Si pas sous cette législature, on en fera un enjeu lors des prochaines négociations. Merci. Et c'est maintenant le tour de Défi. Oui. Alors je voulais vous remercier pour votre question parce qu'elle permettra de nous juger non pas sur nos paroles mais sur nos actes. Et en l'occurrence, pour Défi, on est très clair, on va joindre l'acte à la parole puisqu'on votera contre la réforme du décret paysage. Pourquoi ? Parce que cette réforme, déjà, elle nie les capacités de progression des étudiants, un peu à l'instar du concours d'entrée aux études de médecine qui a été instauré, partant du fait que nécessairement, parce que vous venez des mauvaises écoles, entre guillemets, vous n'allez pas devenir un mauvais médecin, vous n'allez pas devenir un bon médecin. Ça, c'est une injustice qui est totale et finalement, on reste dans le même mode de raisonnement. Ça nie aussi la réalité des étudiants. On l'a dit, ces étudiants qui doivent payer pour financer leurs études, ces étudiants qui doivent s'occuper d'un parent malade, par exemple, et qui forcément n'ont pas les mêmes capacités qu'un autre, mais qui peut vraiment obtenir son diplôme avec une grande distinction à la fin de leurs études. Et puis aussi, c'est une réforme qui précarise les étudiants parce qu'ils doivent payer le même montant pour passer encore quelques crédits. Donc, je trouve que c'est une injustice totale qui va à total contre-courant de ce que j'ai pu observer lorsque j'étais moi-même aux études ici à l'ULB. J'avais des amis, on savait, c'était normal finalement de pouvoir reporter des crédits encore et encore. Et aujourd'hui, mes amis, ils sont avocats, ils sont magistrats, parce qu'ils devaient travailler à côté. Et donc je me dis que si cette réforme avait été avalisée à l'époque, ils n'en seraient pas là. Je ne sais pas quelle profession ils exerceraient aujourd'hui. En tout cas, ils n'auraient pas pu concrétiser leurs rêves. Et donc, je crois que c'est une injustice qui est totale. Et donc, par rapport à ça, je vous invite vraiment à ne rien lâcher, à continuer la mobilisation, parce que vous méritez d'être soutenus et certainement pas, comme ça va être le cas avec cette réforme, vous allez être pénalisés et sacrifiés, et ça, c'est pas possible. Merci. Alors, merci pour la question et merci pour les réponses. On va maintenant passer au mot de la fin. Donc, comme on vous l'a dit, on a calculé le temps qui vous restera. On va vous annoncer les temps. Et alors là, si vous ne les respectez pas, votre micro sera juste coupé. Donc, on ne vous entendra plus. Donc, voilà, c'est clair, net, précis. Je laisse Adam annoncer les temps et puis on passera au tour de parole. Pour le PTB, il reste 1 minute 30. Pour Écolo, 2 minutes 1. Pour Défi, 45 secondes. Pour les engagés, 2 minutes 53.
Pour le PS, 1 minute 42 et pour les maires, 1 minute 46. Voilà. Oui, il n'y a pas trop de dégâts, ça va encore. Alors, on va commencer par Nabil du BTB pour le mot de la fin. Tu as donc 1 minute 30, c'est parti. Bon, pour le mot de la fin, c'est plutôt un message d'espoir. En 2009, on avait gagné la lutte. D'ailleurs, si le Minerval est gelé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'en 2009, on s'était battu avec la FEF pour le geler et on l'avait gagné contre Marcourt. Aujourd'hui, pour le décret paysage, tous les partis sont mal à l'aise à cause de votre mobilisation. Ils l'ont voté et aujourd'hui, ils reviennent dessus parce que vous vous êtes mobilisés, parce que vous vous battez pour l'avoir. Et c'est là où il ne faut rien lâcher. Il faut continuer le combat. C'est que par la mobilisation qu'on peut obtenir des résultats. Et si on veut, là, pour répondre sur le besoin de la réforme, oui, je me suis mobilisé contre la réforme en 2009 parce qu'elle rentrait déjà dans une logique d'élitisme dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur n'est pas là pour de la méritocratie. C'est un service public. Il est là pour offrir un enseignement égal à chacun. Il est payé par nos impôts pour que chacun puisse faire des études. Donc, ce n'est pas un moyen de trier qui sont les méritants et qui ne le sont pas. Et s'il faut agir là-dessus, il faut agir aussi sur le secondaire où on a un enseignement secondaire parmi les plus inégalitaires pour ne pas avoir des étudiants qui ratent et surtout refinancer l'enseignement et donner les moyens aux étudiants pour qu'ils puissent étudier dans les conditions valables et pas agir sur le fait de réduire des années. Ça va pénaliser les mêmes, les plus précaires et ça c'est inacceptable. Merci beaucoup. Alors, Zakia, pour le mot de la fin, 2 minutes et 1 seconde, c'est parti. Oui, merci beaucoup. Je voudrais clôturer sur sans doute la question, la question transversale et la crise de ce siècle, pour le dire rapidement. Je voudrais revenir à la question climatique. La question climatique n'est pas qu'un enjeu environnemental. Je pense que votre génération en est sans doute plus consciente que la nôtre. Et n'est pas qu'un enjeu environnemental, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à mes yeux la question sociale de ce siècle, tant elle vient frapper de manière différente et inéquitable les plus vulnérables d'entre nous, que ce soit à l'échelle des individus ou des États. Et si je dis ça, c'est pour vous dire que on ne peut pas se contenter, vous ne pouvez plus vous contenter de la part des partis qu'il y ait un chapitre vert à côté du business as usual. La question climatique, si on veut y répondre crédiblement et de manière juste, elle remet profondément en question un modèle économique productiviste, consumériste, qui épuise de la même manière la planète et les individus. On ne peut pas continuer à accepter que dans nos auditoires, dans nos universités, on continue à donner cours et à professer les modèles économiques qui sont à la base de la crise. Et donc aujourd'hui, alors si chacun des partis a un mot ou un autre sur l'énergie ou sur des mesures vertes à prendre, nous restons le seul parti qui remet profondément en question le modèle et qui apporte une réponse radicale à la crise climatique. Il n'y a que par cette réponse radicale, à travers des mesures transversales, en remettant en question les investissements que nos gouvernements font, en remettant en question le modèle économique que nous continuons à subsidier, que nous arrivons à répondre de manière crédible à cette crise climatique. Et ça commence ici, dans les universités, en interrogeant l'ensemble des cours qui y sont dispensés. On ne peut plus aujourd'hui, plus aucun enseignement, plus aucun budget, plus aucune politique ne peut être pensée en dehors de cet enjeu si on veut que la transition soit juste. On continue par Sophie, 45 secondes pour le mot de la fin, c'est parti. Alors, très rapidement, le 9 juin prochain, moi je vous invite à faire vos choix sur base des bilans des candidats, des partis, et pas uniquement sur base de leurs promesses, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui ont été dites et qui sont contredites par la réalité, donc soyez vigilants par rapport à ça. Et à côté de ça, oui, continuez votre mobilisation, parce que la mobilisation, elle paye. On l'a vu notamment avec les étudiants qui poursuivent leurs études de psychologie clinicienne. Ils voulaient obtenir le report de leur stage, ils l'ont obtenu, on a voté le texte au Parlement. Même chose pour le mouvement Balance ton bar, là aussi,
on a élargi, on a généralisé les centres, les CPVS de prise en charge des violences sexuelles. Donc, comme quoi ça fonctionne. Et pour le décret paysage, ça peut fonctionner aussi. C'est terminé. C'est terminé. C'est dur. Ben oui. La loi est dure, mais c'est la loi. On continue pour le mot de la fin avec les engagés. Christophe, 2 minutes 53. C'est parti. Oui, mais peut-être un petit mot sur les engagés, comme c'est un mouvement politique que vous ne connaissez pas encore bien, comme c'est assez nouveau. De ce que j'ai entendu ici, c'est sûr que tout est important. La lutte contre le réchauffement climatique est super importante. Nous, on a déposé un plan il y a maintenant 1 an avec 200 experts où on explique de manière chiffrée par étape comment on arrive à la neutralité carbone en 2050 et comment on restaure la biodiversité. On a un programme solide sur tout ce qui est économique, où on explique précisément comment est-ce qu'on va réduire le chômage des jeunes à Bruxelles, qui est le point principal si on veut sortir Bruxelles du marasme économique et donner un avenir à 25% des jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi et sans perspective, ni de formation, ni qui ne sont même pas dans un trajet de formation. On a un programme solide sur la question des luttes sociales. Comment sauver notre sécurité sociale? Parce qu'on a tous beaucoup parlé de droits sociaux, mais il faut que ces droits sociaux restent finançables. Et ça, c'est un sujet dont on parle très peu. Tout ça, c'est des combats qui sont très importants. Mais ce qui nous distingue, je pense, c'est qu'on estime que tout ça, ce ne sont que des moyens. Ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas des fins en soi. Ce ne sont que des moyens pour en fait servir le seul projet de société qui vaille vraiment la peine d'être défendu, c'est le bien-être des gens, le bien-être des êtres humains, ce qui fait de nous des hommes et des femmes en fait. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? C'est notre santé, c'est notre cohésion sociale, c'est ce qui fait de nous qu'on fait société ensemble, c'est notre quête de sens. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue vraiment, c'est que on est le mouvement de la quête de sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus le mouvement d'une religion, comme ça a pu être par le passé, mais on est le mouvement de tous ceux qui pensent que la vie, c'est pas juste boire, manger et travailler, c'est quelque chose de plus, et que c'est ce plus qui nous rend humains, et que tout ce qui rentre dans ce plus, il y en a qui vont le remplir par une religion, par une recherche philosophique ou spirituelle, par la culture, par de la solidarité, de l'entraide, par des luttes sociales, mais que c'est ça qui vaut la peine d'être vécu, et qui doit être protégé dans notre société, et c'est ça qui fait, je pense, la particularité de notre projet. Dans les temps et même en avance, bravo. Alors, pour le mot de la fin, Delphine, 1 minute 42. Oui, merci. C'est parti. C'est parti. Mais d'abord, je voulais vous féliciter d'être là, de votre mobilisation, de venir nous écouter, nous interpeller, nous challenger. Et en fait, le message du Parti socialiste, c'est qu'on ne fera pas de politique sans vous. Et qu'on ne vous demande pas assez la parole, on ne vous écoute pas assez, et que vraiment c'est avec vous qu'on veut faire la politique, c'est pour vous qu'on veut faire la politique. Vous êtes les citoyens d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et donc les questions, en effet, d'environnement, d'écologie et de planète, c'est votre avenir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui vont dessiner votre avenir, mais nous devons le faire avec vous et nous vous tendons la main. On ne veut pas faire une politique entre nous, c'est avec vous, avec les jeunes qui se mobilisent dans les collectifs, dans les partis, dans les associations, dans les cercles, dans les unifs, qu'on veut travailler. Et donc c'est écouter votre voix, la porter et travailler avec vous le plus proche possible. C'est avec les jeunes qu'on doit faire la politique. Le dernier mot que je voulais dire, c'est un petit regret sur ce débat, c'est qui était annoncé au début, la question de la santé mentale, qui est une priorité pour nous. La question du bien-être et la question du harcèlement, la question des violences font qu'aujourd'hui, on a un problème de santé mentale. 30 secondes. Et particulièrement chez les jeunes qui est absolument dramatique. Nous voulons faire de la santé mentale une grande cause nationale, avec en premier des mesures extrêmement concrètes en direction des jeunes. Et donc, nous sommes le parti de la lutte contre les inégalités sociales, de la lutte contre la précarité et pour l'égalité. Et nous ferons des questions de santé, et notamment de santé mentale des jeunes, notre priorité. Et on a besoin de vous pour le faire, et c'est avec vous qu'on y arrivera. 1 minute 42. Dans les temps. Et pour le mot de la fin, David,
tu as 1 minute 46. Merci pour l'invitation et merci pour cet échange et vos réactions. Et je suis à votre disposition juste après. Peut-être que je vais reprendre pour faire le lien les 3 éléments. On m'a demandé de caractériser le parti en 3 éléments. On a parlé de liberté. Moi, je pense que les 2 libertés fondamentales, c'est certainement la santé. Et j'allais venir justement là-dessus. On n'en a pas discuté, c'est décevant. Nous, OMR, ça fait 3 ans qu'on demande dans tous les parlements d'en faire absolument une cause nationale. Mais c'est aussi la sécurité. Et la sécurité, le respect, on a parlé tout à l'heure de communautés LGBTQIA+, du harcèlement dans l'espace public contre les femmes. Deuxième point qui est important, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est fondamental, notamment dans la réponse au réchauffement climatique, l'innovation dans l'énergie renouvelable, mais aussi l'innovation dans une des sources aujourd'hui transitoires permettant d'atteindre les objectifs climatiques, c'est le nucléaire. Vous savez qu'on a été seul pendant longtemps à se battre pour au moins maintenir les centrales. C'était pas pour un amour du nucléaire, c'était pour avoir des objectifs ambitieux au niveau climatique. Et enfin, c'est l'émancipation sociale. Si le MR fait une place tellement importante à l'enseignement, que nous souhaitons, vous le savez, obligatoire à partir de 3 ans, c'est une mesure forte, une demande forte du MR, à l'enseignement, à la formation, aux valeurs du travail, c'est parce que nous sommes convaincus que nous devons travailler davantage sur les questions d'émancipation sociale. J'en suis convaincu, l'émancipation sociale, c'est le progrès pour toutes et tous. Et donc, alors, il me reste encore 15 secondes pour vous dire que je suis aussi à votre disposition sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce débat et le moment de passer au drink, durant lequel vous pourrez parler aux personnes présentes si elles ont encore quelques minutes à nous proposer, parce qu'on a commencé en retard. Il y aura une table haute avec un écriteau qui dira de quelle partie est la table. Et n'hésitez pas à déposer vos candidatures pour les stages et pour les élections 2029.